On est ravis de vous accueillir à Objectif Henri-Fabre. Donc, nous sommes aujourd'hui sur une matinée dédiée au digital et à la transition énergétique. Je vais laisser la parole déjà pour démarrer à Michel Steb, Stéphane Magdalin, et je ferai une petite, quelques mots d'introduction aussi sur Praxis et pourquoi aussi on est heureux de vous accueillir ici dans nos lieux à Marignane. Merci Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, au nom des membres de la T2E et plus particulièrement de ceux de la délégation régionale Sud-Provence, je tiens à vous remercier pour les plus courageux pour votre présence et pour les plus prudents pour votre présence en distanciel. Alors, quelques mots sur la T2E avant de lancer l'événement de comment le digital accélère la transition énergétique. Quelques mots sur la T2E dans la section technique énergie-environnement. Alors, en complément, ce qui est écrit, c'était une association de loi en 1901 qui a été créée en 1978 après la première crise pétrolière de 1973 par les industriels qui souhaitaient donc promouvoir la maîtrise de l'énergie tout en préservant le climat. Et ces industriels ont continué dans cette lancée depuis 1978. Donc maintenant, nous avons 2400 adhérents, comme vous voyez marqué. Ce sont des personnes physiques et morales. Et la T2E œuvre pour l'intérêt général en étant un contact privilégié vis-à-vis des instances gouvernementales. Donc nous avons plusieurs clubs. C'est écrit, donc je ne vais pas vous les désigner. Extrêmement dynamique, où il y a un délégué général. Et d'ailleurs, il y a un club à 10 heures, voilà. Et bon, le club pyro-électrification à 10 heures. Voilà. Donc, c'est extrêmement dynamique. Nous avons dans les délégations régionales, donc celle de Provence, Alpes-Côte d'Azur, Sud, dont notre délégué régional est ici, Philippe Berthelot. Voilà. Donc, je tiens donc, grâce à l'initiative de la team Henri-Fabre et de Praxis, nous avons voulu créer cet événement sur le digital, comment peut-il accélérer la transition énergétique. Et vous verrez qu'on a prévu donc des témoignages d'industriels et même il y a une ville accompagnée d'experts qui vont témoigner sur la réussite de leur collaboration pour accélérer ce digital dans la sobriété énergétique. Voilà. Je vous laisse la parole à Stéphane. Merci. Merci, bonjour à tous donc, et bienvenue sur le Technocentre Henri-Fabre. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Team Henri-Fabre, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme mutualisée d'innovation et d'accélération vers l'industrie du futur. On a en fait plusieurs activités, soit autour de l'innovation pour aider les industriels, donc les donneurs d'ordre, les PME, les startups, les académiques, à développer en mode collectif et collaboratif des projets d'innovation. On cherche à stimuler et à accélérer finalement les projets d'innovation. Ensuite, dynamiser en fait votre compétitivité. Là, l'idée, c'est d'accompagner les PME en intégrant notamment les enjeux de l'industrie du futur. Et Nathalie, après les enjeux et la démarche pratique, et de pouvoir les accompagner à travers une feuille de route et un accompagnement à l'intégration de briques. Et puis après, là, on se tourne plutôt vers les offres technologiques, les aider à rencontrer des donneurs d'ordre et des nouveaux marchés qui peuvent faire finalement cette promotion de cette propre technologie. Voilà, donc ici, on est sur un technocentre qui fait à peu près 3000 m². On a 7 filières qui sont présentes dans le bâtiment EFAP, aussi bien l'aéronautique, le spatial, le naval, l'énergie, le nucléaire, le médical, et puis le ferroviaire, les transports.
Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de limite. On a tous les ans des nouveaux adhérents. C'est plus de 800 entreprises qui ont été accompagnées depuis le début de en 2015. Au Technocentre, il y a un peu plus de 17 millions d'euros de moyens pour partager ou mis à disposition des entreprises. Et après, on a monté pour 30 millions d'euros de projets d'innovation entre des grands groupes. Alors, on a aussi un pendant de Team Henri Fabre, c'est Inoffice. Inoffice, du coup, c'est une société qui va toujours accélérer et à sécuriser les projets d'innovation. C'est quelque part le bras armé finalement de Team Henri Fabre sur des projets, par exemple, de sourcing technologique, de prototypage, de validation ensuite des performances, et on va jusqu'à l'intégration de la solution chez l'industriel, que ce soit une PME ou un grand groupe. Cette démarche-là, c'est une démarche d'innovation classique. Par contre, c'est important de bien passer par toutes les étapes. Parfois, on peut avoir tendance à en griller quelques-unes et on ne réussit pas forcément l'intégration. On ne va pas forcément jusqu'à l'intégration industrielle. Ça, c'est vraiment la spécialité de Inoffice, d'aller tester, sourcer, tester en fait les solutions et pour les amener jusqu'à une maturité industrielle. Voilà, on ne dit pas plus. Après, il y a d'autres présentations qui suivent. Merci à tous. Et puis, on a prévu, d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas, aussi une visite du Technocentre et des moyens, sinon numériques. Et je pense que Nathalie vous parlera tout à l'heure. Voilà. Bonne journée. Je vais vous dire quelques mots du programme Praxis, en fait. Voilà, donc Praxis, ça veut dire plateforme régionale d'accélération de l'intégration de l'industrie du futur en région sud. Ouf, une fois qu'on a dit ça, d'abord, il faut respirer. Alors, pourquoi ça s'appelle Praxis? Parce que ça vient d'une référence, en fait, à la praxis, c'est-à-dire la mise en œuvre d'actions qui transforment concrètement le secteur industriel de notre territoire. Donc, c'est une référence à Aristote. Voilà, mais clairement, c'est une plateforme d'accélération, un vrai accélérateur pour les entreprises vers l'industrie du futur. Ça a été labellisé en fin 2021. Donc, il faut savoir qu'en France, vous avez 8 plateformes d'accélération telles que la nôtre. Donc, ici, vous êtes sur la plateforme de la région sud. Et qu'est-ce qu'on y fait dans cette plateforme? Qu'est-ce que c'est que Praxis? C'est véritablement un écosystème qu'on met en œuvre au service des solutions de l'industrie du futur, autour donc des 6 leviers. On retrouve bien sûr le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, transition énergétique et écologique. Et on est sur un écosystème en construction avec des opérateurs technologiques, des consultants experts, intégrateurs. Donc, ça, c'est toute une communauté d'offreurs de solutions qui sont là pour, d'une part, dialoguer les uns avec les autres, certes, et également pour pouvoir diffuser, promouvoir et accompagner les industriels, que ce soit les PME, les ETI, vers cette transformation industrie du futur. Donc, on balaye assez large. Vous verrez plus spécifiquement tout à l'heure dans le cadre des visites vraiment les thématiques sur lesquelles on peut vous accompagner et sur lesquelles on peut vous aider au niveau industrie du futur. Donc, on verra ça tout à l'heure. Mais voilà, on est vraiment à disposition tant des offreurs de solutions que des industriels pour leur développement, leur acculturation aux solutions industrie du futur, à leur intégration pour véritablement leur cas d'usage. Donc, cas d'usage, c'est un mot phare aussi qu'on veut mettre en avant ce matin au travers de propositions et de retours d'expérience que nos intervenants vont pouvoir vous apporter ce matin. On a des moyens technologiques et des experts donc qualifiés pour vous accompagner aussi. Voilà, je voulais vous expliquer aussi ce dispositif. En introduction d'ailleurs aux autres intervenants qui vont vous parler des dispositifs d'aide financière et d'accompagnement complémentaire, donc ça fait bien le lien. Après, voilà, on a aussi
une articulation, une coordination avec un dispositif que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle Parcours Sud Industrie, qui est en phase de passer à, on va dire, à une séquence, une phase suivante. Mais là, c'est un petit peu prématuré pour vous en parler ce matin. Mais voilà, je voulais vraiment vous expliquer aussi ce que c'était l'accélérateur industrie du futur aujourd'hui et surtout sa vision. Et on pourra en parler ultérieurement. Donc, je vais laisser la parole alors, je suis obligée de passer là, voilà, à Élodie Garidou. Alors, je ne sais pas si elle est parmi nous. Il faut que je fasse une petite vérification. Non, elle n'est pas parmi nous. Bon, je vais essayer de la solliciter par téléphone. Alors, on a Élodie Garidou de la direction déléguée FEDER Région Sud, qui va nous parler ce matin. Alors, quand elle sera arrivée, j'espère qu'elle va venir parmi nous. Donc, elle va nous rejoindre en Teams, qui va nous parler un petit peu plus en détail de ce qu'on appelle le fonds de transition juste et le lancement du fonds de transition juste dans notre région. En attendant, je vais peut-être simplement intervertir les intervenants. Valentina est avec nous. Je pense que oui. Valentina, est-ce que tu es avec nous? Ah, mais j'ai Élodie. Ah, bonjour Élodie. Bonjour. J'ai fait un petit teasing où vous n'étiez pas là, mais vous êtes là. Vous pouvez partager votre écran? Oui, bien sûr. Vous pouvez parfaitement récupérer la main et en fait, on aura la projection en direct aussi dans notre salle. Merci beaucoup d'être avec nous, Élodie, ce matin. Donc, je vous laisse la parole sur le fonds de transition juste. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais peut-être commencer par me présenter. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Alors, on va essayer de monter peut-être un peu le son. Je ne sais pas si on peut. Est-ce qu'on peut monter le son? On essaye. Attends, ouais. Ah, ça y est, tu viens d'arriver. Attends, moi, je t'accepte. Voilà. C'est bon, Valentina. Ouais, parce que tu m'as juste à l'écran. Bonjour. On va Oui. juste vous basculer en plein écran pour la salle, Élodie. Enfin, basculer votre support en plein écran. En fait, ils doivent eux le basculer. Ah, il faut que ça soit vous, pardon, oui, que vous le basculiez en plein écran, s'il vous plaît. En mode diaporama. Bon. Voilà. Parfait. Alors, vous avez coupé votre micro. Les aléas du direct. Hop, voilà. Pardon, excusez-moi. J'ai qu'un écran, donc je ne vois pas bien. Voilà, je rebascule en plein écran. Oui, merci beaucoup. Donc, je vais peut-être me présenter. Je suis Élodie Garidou à la direction des affaires européennes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. J'appartiens au service transition juste écologique énergétique. Et donc, dans ce service, nous avons en charge la gestion du FEDER, puisqu'on est autorité de gestion des fonds européens. On a la gestion du FEDER et du FTJ dans tous les domaines de la transition, que ce soit l'énergie, la biodiversité, la mobilité durable, voilà, l'énergie, les énergies renouvelables au sens large. Et donc, on a un nouveau fonds, qui est le Fonds pour une transition juste, qui est tout frais, qui arrive du programme 2021-2027, et sur lequel on a lancé notre premier appel à projet. Donc, c'est une grande première pour nous, sur des thématiques... Vous m'entendez toujours? Oui, on vous entend, pardon. Élodie. D'accord. Pas de problème. OK. Et donc, c'est un nouveau fonds, un nouveau fonctionnement, un nouveau sujet aussi pour nous. Donc, nous avons ouvert notre premier appel. C'est pour ça que vous voyez le 13 février qui est en ligne, donc depuis le 13 février. Et là, je vous présente le contenu du webinaire qu'on a fait en mars.
Et voilà, avec les grandes lignes, je vais essayer d'être assez rapide. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors là, je voulais juste vous présenter le Fonds pour une transition juste. C'est un seul pilier d'un mécanisme qui est plus large, qui est le mécanisme de transition juste. Et donc, c'est le premier pilier, le Fonds pour une transition juste, donc qui repose sur de la subvention et qui est géré par la région, mais également par l'État, hein, puisque dans le Fonds de transition juste, il y a un volet, on va dire, neutralité climatique, et qui est géré par la région, et un volet social qui est lié plus à la formation des travailleurs, la reconversion, qui est lié par l'État, qui est géré par l'État, pardon, par la DREETS. Voilà, donc on est en relation tout au long du programme 21-27 pour gérer ensemble ce fonds. Ensuite, on a deux autres piliers. On a le pilier 2 qui est plutôt du prêt et pas de la subvention et qui est dédié au secteur privé. Et le pilier 3, qui est une combinaison de prêts et de subventions dédiés au secteur public. Et les deux, pilier 2 et pilier 3, sont gérés par la BEI et aussi la Caisse des dépôts et consignations pour le pilier 3. Voilà, donc c'est un mécanisme qui est bien plus large. Alors, sachant que sur les piliers 2 et 3, on a des champs d'intervention qui sont un petit peu plus larges que sur le pilier 1, où nous, on a un plan qui s'appelle le plan pour une transition juste, qui délimite, hein, qui est consultable par tout le monde. Le plan de transition juste, nous, c'est vraiment notre cadre d'action à l'échelle de la région. Voilà, ça, c'était juste pour vous donner les grands éléments. Le programme, donc le plan de transition juste s'intègre dans un programme européen, notre programme 21-27, qui est beaucoup plus large, hein. Et vous pouvez voir en jaune que le Fonds pour une transition juste, c'est une priorité à part et un fonds à part. C'est un peu particulier par rapport au reste. Donc, vous pouvez voir en vert, le service auquel j'appartiens travaille vraiment sur les thématiques vertes. Vous pouvez voir, donc ça s'appelle une Europe plus verte. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, sur l'énergie, il y a aussi l'économie circulaire. Et le Fonds pour une transition juste, qui est également géré dans mon service, est vraiment à part avec une enveloppe de 142 millions, qui est aussi, elle, à part, qui se gère à part, puisqu'elle n'a pas les mêmes ressources. C'est un fonctionnement un petit peu à part. Donc, l'ensemble du programme a été validé en novembre 2022. Donc, c'est un peu tardif, hein, par rapport au programme 21-27, mais bon, voilà, on a eu un petit peu de difficulté à boucler ces programmes-là avec la commission. Mais ça y est, c'est chose faite. Alors, la stratégie d'intervention du plan de transition juste, alors c'est pas le FTJ, c'est pas un fonds de décarbonation, parce qu'on avait compris un petit peu ça au départ, mais en fait, c'est pas un fonds de décarbonation, c'est un fonds qui vise à accompagner la transition sur les territoires et à compenser les effets de la transition. C'est-à-dire le changement de modèle en fait économique et également les pertes d'emplois qui peuvent intervenir dans les secteurs traditionnels de la pétrochimie, des combustibles fossiles. Donc, c'est la petite subtilité qu'il faut comprendre. Et donc, la transition juste fait bien appel à deux notions, à l'économie neutre et circulaire. Donc, ça, c'est le volet région, avec le montant que je vous ai évoqué tout à l'heure, mais aussi, donc, bien sûr, l'économie sociale et inclusive avec le volet État, qui est ce que j'ai dit, ce que j'ai appelé tout à l'heure le volet social. Donc voilà, un fonds qui se positionne sur un objectif un petit peu compliqué, mais voilà, ça reste un fonds de cohésion et qui vise à réduire les écarts entre les régions. En France, en fait, on a 6 régions au total, hein, qui bénéficient de fonds pour une transition juste. Au départ, il devait y en avoir que 2, et la France a demandé un élargissement de l'intervention. Voilà. Donc, l'appel à projet s'appelle accélérer la transition juste des Bouches-du-Rhône. Là, je vous parle que de l'appel à projet qui est lancé par la région, avec une date de clôture en mai et l'ensemble des pièces qui sont disponibles sur notre site internet, hein. On a un guichet unique avec un site internet unique où il y a tous les appels à projets qui figurent. Alors, pour les typologies d'actions que l'on soutient, on a choisi délibérément d'ouvrir un appel qui comporte les 3 typologies d'actions que nous permettent notre plan de transition juste, hein. Donc, on a tout ouvert, et le montant et les typologies d'actions associées. À un moment, on avait réfléchi à ouvrir que certaines typologies d'actions, puis finalement, vu les délais qu'on a et les contraintes, on a décidé de tout ouvrir. Donc, l'objectif, c'est bien de transformer le modèle industriel qui aujourd'hui est linéaire vers un modèle circulaire, sobre, décarboné et générateur d'emplois.
Donc, ça fait beaucoup. Mais c'est bien l'objectif qui est ciblé avec donc 3 volets. Le premier volet qui va porter plus sur le cycle de la matière, l'économie circulaire. Un deuxième volet qui est plus sur l'énergie, comment travailler avec des mix énergétiques sobres, propres et compétitifs. Et puis un troisième volet qui est centré sur la recherche et l'innovation, mais qui interviendra, cette innovation n'interviendra que sur les 2 volets, le volet 1 et le volet 2. Voilà. Je vais y revenir. Alors, sur le volet 1, on va cibler en 5 sous-typologies d'action. Tout ce qui est démantèlement, tri des déchets dans l'objectif de recycler et de valoriser. Donc, l'idée, c'est bien de récupérer de la matière première, des déchets en fait, et de faire de la matière première secondaire pour la réinjecter dans les process de production classiques. Donc ça, c'est plutôt la sous-typologie fabrication de matières premières secondaires à partir de déchets et de matières biosourcées. On a tout ce qui est démantèlement, tri des déchets pour leur valorisation. Et on a tout ce qui est allongement de la durée de vie des produits en général, mais aussi on peut travailler sur l'éco-conception, le réemploi, donc matériel tech, réemploi d'emballage, voilà. Tout cet élément. Ah oui, alors là, en fait, on n'a que 3 typologies. Sur le volet 2, on a 5 typologies d'action. C'est un petit peu plus large. Donc, on a tout ce qui est fabrication d'équipements, mais aussi de systèmes plus larges pour la production, le stockage et l'utilisation des énergies renouvelables, donc photovoltaïque, chauffe-eau solaire et pales d'éoliennes, etc. On a tout ce qui est production d'énergie à partir d'énergies renouvelables, donc tout ce qui est électricité et chaleur à partir d'énergie solaire, tout ce qui est électricité sur les énergies marines et éoliennes, la chaleur, le méthanisateur, cogénération. On a aussi les réseaux de chaleur, mais forcément à partir d'énergie, on va dire biomasse, thalassothermie, géothermie, solaire, on est assez contraint, et aussi amélioration de réseaux de chaleur existants. Stockage d'énergie de sources renouvelables avec des stockages un petit peu nouveaux qu'on souhaite impulser. Et puis aussi tout ce qui est efficacité énergétique des équipements et des bâtiments industriels. Voilà, donc là, c'est assez large. Et ensuite, le volet 3. Allez-y, oui, je vous entends. Non, Élodie, je voulais pas vous interrompre. Je voulais simplement spécifier que ce matin, par rapport à notre public, c'est vrai que le volet 2 que vous venez d'expliciter était particulièrement intéressant pour voilà, le public qui est dans la salle, que ce soit je dirais nos experts, nos industriels, en termes encore une fois, de développement et d'amélioration sur cette thématique-là. Voilà, je voulais juste apporter cette petite précision, peut-être aussi pour vous, Élodie, par rapport à la thématique de cette matinée et les personnes ici présentes, mais elles auront peut-être des questions pour vous après. Voilà, merci. Ok, très bien. Donc, je finis juste sur innover pour l'écologie industrielle, où là, on cible le développement expérimental, l'organisation, les procédés et infrastructures de recherche dans les 2 domaines, volet 1 et volet 2. Donc, ça peut être l'innovation dans tout ce qui est process de tri, démantèlement, fabrication, les intrants, les sortants, la réemployabilité, voilà, tous ces éléments-là. Ça reste des exemples qui sont présentés. Ça peut être plus large. Et puis, enfin, l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Donc, tout ce qui est aussi, pareil, process de fabrication, équipement, sources d'énergie, stockage, récupérabilité. Voilà, tous ces éléments-là nous intéresse particulièrement dans cet appel, sachant que c'est aussi un appel qui est assez contraint, et globalement, le FTJ est un fonds assez contraint, je préfère le dire. On a pas mal de critères d'éligibilité et d'exclusion. Alors les critères d'éligibilité qui sont présents à l'écran, les bénéficiaires, les thématiques, les lieux de réalisation, oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais c'est un fonds qui ne permet de soutenir que les opérations qui bénéficient au département des Bouches-du-Rhône. Ce n'est pas régional, c'est que le département des Bouches-du-Rhône, puisqu'en fait, il a été identifié comme étant le principal émetteur des CO2. Donc, c'est là où la priorité
d'actions et identifiées. Mais on a également des exclusions, et je vais y revenir, qui sont notamment tout ce qui est grande entreprise en termes de bénéficiaires, hein. C'est ciblé sur les PME, TPE, les jeunes pousses. Voilà, les grandes entreprises ne sont à l'heure actuelle pas autorisées. On ne peut pas soutenir des grandes entreprises. Alors, la grande entreprise, c'est bien au sens européen du terme. C'est important aussi de le préciser. Évidemment, les entreprises en difficulté, mais ça, la plupart des fonds européens, voilà, excluent. Voilà, là, je voulais vraiment mettre le focus sur les grandes entreprises parce que ça a été un des points de difficulté aussi pour nous, parce qu'on pensait pouvoir quand même soutenir des grandes entreprises. À ce stade aujourd'hui, ça n'a pas pu être possible dans notre plan de transition juste. Voilà, on peut aussi soutenir les organismes publics, les fondations, les organismes de recherche, bien sûr, et d'enseignement supérieur. Alors, on a aussi des exclusions thématiques. Tout ce qui va être soutien en combustibles fossiles n'est pas possible. Voilà, ça fait partie de l'esprit du FTJ. Et aussi, les activités soumises à quota d'émissions de gaz à effet de serre, ne sont pas autorisées non plus, toujours dans le même esprit, hein. Et bien sûr, on cherche à avoir une application dans un secteur industriel. Par rapport aux déchets, on a aussi des contraintes. Voilà, on peut pas soutenir les combustibles solides de récupération, tout ce qui est transport des déchets, centre de tri d'ordures ménagères, etc. Bon, bah, c'est peut-être pas forcément ce qui vous intéresse ce matin, mais en tout cas, voilà, il faut savoir que on a quand même des exclusions et qu'il faut commencer par regarder ça. Bon, là, je reviens pas sur l'aire d'éligibilité, hein, c'est l'ensemble des 119 communes des Bouches-du-Rhône. Donc, juste un petit point de précision, il faut que l'action se déroule sur ce territoire-là, mais si le siège est situé en dehors des Bouches-du-Rhône, ce n'est pas un souci. Voilà, c'est... Sur les aspects financiers, on a un taux d'aide pour le FTJ qui est plafonné à 70%. Mais attention, on est sur des secteurs concurrentiels, donc les aides d'État, la réglementation sur les aides d'État s'applique en général, hein, sur les sujets qui sont traités. Alors, il peut y avoir des exceptions, hein, mais la plupart du temps, dans ce qu'on a regardé, nous, en amont, il y aura une réglementation sur les aides d'État. Et là, c'est le régime d'aide qui fixe le taux maximal. Et en fonction de la taille de l'entreprise, de la situation en zone AFR ou pas, on a des taux qui peuvent varier de 15% à 40, 60. Enfin, voilà, ça dépend vraiment du régime d'aide. On a un seuil plancher qui est de 500 000 € de coût total éligible, c'est-à-dire qu'une opération qui présente moins de 500 000 € de coût total éligible n'est pas éligible, hein. C'est la granulométrie qu'on a choisie sur cet appel. Et il faut faire aussi attention au double financement, puisque nous, on est censé vraiment contrôler ces aspects-là. Une même dépense ne peut pas être financée par 2 fonds européens, par 2 programmes ou par 2 instruments financiers de l'Union européenne. Voilà, ça c'est règle classique, mais il vaut mieux la préciser. Et on a aussi un autre point qui est important, c'est que les projets qui bénéficient de la relance nationale qui est financée par la relance européenne ne peut pas également être financé par le FTJ. Puisqu'en fait, ça fait aussi un double financement. Voilà, donc il faut vérifier ces petits aspects-là. Après, si les dépenses sont identifiées, par exemple, si vous mettez une ligne de dépenses sur un fonds et une autre ligne sur un autre fonds, là, ce n'est pas la même dépense qui est financée par deux fonds européens. Donc voilà, il faut bien regarder ces aspects-là. Bon, là, je vais passer rapidement, c'est peut-être pas la peine. Et donc voilà, donc l'appel a été ouvert en février, on le clôture en mai. Ça ne sera pas le seul appel, c'est un premier appel qui va nous permettre, nous, de faire un petit peu un retour d'expérience sur le contenu de notre appel, sur les projets qui seront déposés, pour pouvoir ouvrir derrière assez rapidement, et c'est notre souhait, un autre appel à projet que l'on adaptera en fonction de cette première expérience. Très bien. Voilà, peut-être pour vous mettre quand même le site internet que vous pouvez voir là, c'est le site europe.maregionsud.fr. C'est le site où vous trouverez l'ensemble des pièces de l'appel
pour pouvoir candidater. Et l'ensemble de la candidature se fait en ligne. Tout est dématérialisé. Voilà, sur une petite plateforme qui s'appelle e-Synergie. Voilà, vous avez aussi, on a une boîte mail FEDER si vous avez des questions, si vous souhaitez candidater et que vous avez un certain nombre de points à voir avec nous. Voilà, on est disponible, on est là aussi pour accompagner le dépôt des candidatures. Très bien. Merci beaucoup, Élodie. Est-ce que tu peux basculer sur- Peut-être quelques questions pour Élodie. Voilà. Elle va peut-être pas pouvoir rester avec nous toute la matinée. Et voilà, je me permets de vous passer la parole si vous souhaitez. Si vous avez non, pas forcément quelques questions. Moi, c'était très clair en tout cas. Alors, vous avez pu constater qu'en fait, on a démarré cette matinée en vous présentant voilà, ce qui pourra vous aider en termes d'aide financière et d'accompagnement à intégrer cette transition énergétique, à vous transformer aussi, à utiliser pour utiliser aussi le digital dans cette accélération. Donc Élodie, et je vais passer la parole ensuite à Valentina. Alors c'est vrai que je suis passée assez vite sur le programme et je m'en excuse. Et je vais revenir en arrière pour vous l'exprimer et le détailler un tout petit peu. Donc, nous allons, voilà, Valentina va vous apporter des compléments d'information sur les dispositifs d'aide financière et d'accompagnement. Jean-Philippe Malissé prendra la parole sur des cas d'usage IoT pour illustrer en termes de monitoring et pilotage des consommations dans l'industrie où on en est, ce qu'on peut faire aujourd'hui. Dominique, merci d'être avec nous. Va vous parler un petit peu ultrasons parce que c'est aussi des cas d'usage intéressants qu'on voulait vous porter à connaissance ce matin. Et une dernière intervention aussi sur voilà, l'exemple de la ville d'Aix-en-Provence et comment le digital a pu être au service de l'efficacité énergétique pour cette ville d'Aix-en-Provence. Voilà. Ensuite, on visitera le plateau, petit cocktail et visite du technocentre l'après-midi pour ceux qui le souhaitent. Voilà, je reviens un petit peu en arrière, mais je pense que c'était important de vous repositionner un petit peu les différentes interventions. Je vais laisser la parole à Valentina. Valentina, tu nous entends? Oui, très bien. Je vais partager mon écran. J'ai intégré. Donc, D'accord, parfait. voilà. Donc, je vous dis quand il faut changer. D'accord, parfait. Alors, bonjour tout le monde. Merci Nathalie de cette invitation. Donc, je suis Valentina Voloni, je suis chef de projet au pôle de compétitivité Cap Énergie, qui est le pôle de la région sud dédié à l'innovation dans le secteur de l'énergie décarbonée. Et je suis la référente thématique pour tout ce qui est transformation numérique et efficacité énergétique dans le bâtiment. Donc déjà, pour démarrer, faire un cadre général sur la digitalisation dans le secteur de l'énergie, il faut savoir qu'on digitalise pour pouvoir mieux consommer, moins consommer, donc optimiser tout ce qui est processus de production et de consommation d'énergie. Donc voilà, à quel besoin peut répondre la digitalisation dans le secteur de l'énergie? Donc, elle peut répondre à un besoin d'adaptation du réseau à la demande du consommateur, donc améliorer tout ce qui est équilibre offre-demande d'électricité, par exemple, sur le réseau électrique. Elle peut répondre aussi à un besoin d'optimisation de consommation de l'énergie à divers niveaux, au niveau local, tout ce qui est, par exemple, quartier avec une production locale d'énergie renouvelable, à un niveau un peu plus important dans une smart city, dans une ville intelligente, pour tout ce qui est consommation d'énergie, mais aussi régulation des flux. On pense à des flux de transport, de mobilité. Et si on parle du réseau intelligent, donc un smart grid, voilà, la digitalisation, les technologies de la digitalisation comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets peuvent améliorer tout ce qui est le fonctionnement de ce réseau de consommation et des distributions d'énergie. Si on parle d'énergie renouvelable, les technologies de la digitalisation peuvent aider à la prévision d'une production plus précise à des horizons de temps plus proches.
Et dans le monde de l'industrie, l'intelligence artificielle est à l'origine de tout ce qui est la maintenance prédictive. Donc, elle peut aider à la détection des pannes avant qu'elles arrivent et donc contribuer à la sécurité et à la continuité du service. Pour vous donner des exemples, donc là, le premier exemple est l'utilisation de la digitalisation pour adapter le stockage d'énergie solaire, par exemple, dans des batteries sur une installation solaire plus photovoltaïque plus batterie lithium, par exemple. Et donc, cette digitalisation arrive à améliorer tout le processus de stockage en prenant en considération à la fois les consommations, les données météo en temps réel et même les données météo en avance de phase pour anticiper tout ce qui est baisse de température et pouvoir stocker davantage si besoin. Si on parle d'un autre exemple à la slide suivante, dans le secteur cette fois du bâtiment, on peut utiliser l'intelligence artificielle et l'apprentissage par renforcement pour le bâtiment intelligent, en arrivant à améliorer le confort et en baissant la consommation d'énergie grâce à cette technologie de l'apprentissage par renforcement qui arrive à optimiser à la fois la consommation sur la base de nombreux paramètres qui sont, par exemple, le nombre d'occupants du bâtiment, la température extérieure, les usages qui sont en cours dans le bâtiment, le coût de l'énergie, etc. Donc tout ça, ça peut être fait grâce à de l'intelligence artificielle, mais difficilement faisable avec des technologies d'optimisation classiques comme par exemple la recherche opérationnelle. Donc voilà, ça c'est sûrement pour vous donner deux exemples d'utilisation de digitalisation dans le secteur de l'énergie. Si on passe maintenant à la slide suivante sur les opportunités de financement qui sont en cours pour la transformation numérique dans l'énergie, vous avez différentes opportunités. Donc, la première en région, c'est le parcours Sud Industrie 4.0 qui accompagne les industries vers l'industrie du futur sur donc des diagnostics, du conseil, du financement, vraiment à la transformation des industries. Voilà, il y a des accompagnements il y a 500 accompagnements qui sont prévus. Et donc, vous avez toujours la possibilité de candidater à ce type d'accompagnement. Je me permets, Valentina, juste, je t'interromps juste 2 minutes. Oui. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Les 500 entreprises, ça y est, on les a. Donc, on va passer à une phase suivante. Voilà, non, je me permets. Voilà, il y a pas mal de j'avais pas l'info. Et voilà, d'acteurs de Parcoursup d'industrie dans la salle. Et voilà, donc ça c'est les 500 entreprises ont toutes démarré en termes de diagnostic, d'accompagnement. Voilà, on les a en fait, les 500 inscriptions, on les a. Et la phase suivante, voilà, il y a un nouveau cadre d'intervention qui a dû être voté d'ailleurs la semaine dernière. Et on est sur une étape, voilà, une séquence suivante, une étape suivante avec un nouveau format de Parcoursup d'industrie qui va être public incessamment sous peu. Voilà. Ah, d'accord, bah, c'est bien, comme ça j'ai l'info en direct. Voilà. Parfait. Donc, deuxième opportunité qui vient de sortir avec BPI France, ça c'est un accompagnement au diagnostic. Il y a une question? Il y a quelqu'un qui éternue. Ah, non, c'est bon, Valentina, allez-y. Alors, allez-y. Et oui, vous ne voyez pas tout le public, mais il n'y a pas de souci. Ça marche. Donc, je disais une aide de BPI France pour l'accompagnement à la cybersécurité. Donc, ça vient de sortir. Il y a des subventions 50% pour les entreprises, donc un reste à charge de 2 200 € pour cet accompagnement au diagnostic cybersécurité. Donc, cybersécurité qui devient de plus en plus importante pour toutes les industries qui font partie de la chaîne de valeur de l'énergie. On a aussi une aide de la DREETS sur l'intelligence artificielle avec le diagnostic Flashia. Donc là, c'est le pôle SCS qui
qui met en relation les entreprises avec les cabinets qui aident donc à identifier les possibilités d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les entreprises, dans les PME, et aussi mettre en œuvre des actions et recommandations d'utilisation de l'IA spécifiques à chaque besoin des entreprises. Donc là, c'est aussi une aide à 50%, donc ça revient à un tarif de 1 500 € au lieu de 3 000 sur un accompagnement de 3 jours. Je voulais vous mettre en avant aussi des projets européens qui se clôturent après-demain, mais donc c'est important de savoir que l'Europe soutient ce type de sujet. Donc le premier, c'est sur la transformation digitale de l'écosystème énergétique au travers de plateformes en utilisant l'intelligence artificielle, Internet of Things et des plateformes Edge Cloud. Et le deuxième soutient le développement des jumeaux numériques pour améliorer la gestion, les opérations et la résilience du système électrique européen. Vous avez aussi, si vous êtes intéressé à la cybersécurité, une opportunité en bas de la page de vous inscrire à un événement à distance qui a lieu ce vendredi au campus cyber. Et donc là, il s'agit de montrer ce service de transfert de compétences et de technologies issues de la recherche pour favoriser des projets conjoints entre les acteurs académiques, industriels et gouvernementaux autour de la cybersécurité. Si on passe à la slide suivante, voilà, vous avez peut-être déjà entendu parler de Move to Digital. Il s'agit d'une plateforme qui va ouvrir au mois de juin-juillet cette année. Donc, c'est une plateforme, Digital Innovation Hub, qui a été sélectionnée par la Commission européenne. Et donc, elle va aider les entreprises, les PME, comme un one-stop shop, un endroit unique où vous pourriez trouver des services de formation, par exemple à la digitalisation, de développement de solutions spécifiques, de support à l'investissement et des accompagnements à l'innovation dans tout ce qui est digital. Donc ça, c'est quelque chose qui sera assez intéressant. Et donc, il y a différents pôles de la région, différents acteurs de l'écosystème de l'énergie et pas que, qui rentrent dans le tour de table. Donc, ça, c'est à venir. Je me permets Oui. une autre petite information. On vous parle de différents dispositifs d'accompagnement, le terme plateforme a déjà été évoqué plusieurs fois ce matin. On a une vraie attention en termes d'interopérabilité, oui, j'ai réussi à le dire, entre ces différentes plateformes et ces différents dispositifs. Donc, je vous ai parlé de Praxis, où on a parlé de Parcoursup d'industrie, on a parlé du fonds de transition juste. Là, on parle de Move to Digital. Donc, en fonction des thématiques, voilà, je voulais vous préciser qu'on est vigilant, voilà, les différents acteurs, nous, les porteurs de ces différentes plateformes, à assurer la meilleure des articulations et des interopérabilités voilà, entre nous en fonction des thématiques, en fonction des besoins des entreprises. Et pour essayer d'apporter un peu plus un maximum, on va dire, de visibilité justement pour vous entreprises. Voilà, je voulais apporter ce message. Je passe à la slide suivante, Valentina. Oui, on arrive donc à la slide sur les opportunités de financement, cette fois dans l'efficacité énergétique et dans le bâtiment. Donc, toujours deux appels à projets européens de Réseau Europe. Le premier sur des solutions interopérables pour les quartiers à énergie positive, pour mieux intégrer les énergies renouvelables locales et les sources de chaleur fatales. Et le deuxième sur la solution innovante de décarbonation pour les bâtiments au travers des solutions d'efficacité énergétique et d'électrification. Donc ça, ces deux projets se terminent, l'échéance est au 20 avril prochain. Et ensuite, deux opportunités d'accompagnement de l'ADEME. Par contre, elles sont limitées à certaines régions en France. Donc, le premier, le booster entreprise éco-énergie tertiaire. Ça, c'est un soutien à l'ingénierie des réalisations de travaux pour les entreprises qui sont assujetties au dispositif éco-énergie tertiaire.
Et donc là, il y a des aides à l'audit énergétique, à l'accompagnement, à la mise en œuvre d'actions avec des temps de retour rapides, à l'ingénierie pour réaliser des travaux d'économie d'énergie et donc les entreprises aussi qui ne sont pas assujetties au dispositif éco-énergie tertiaire peuvent aussi candidater à ce type d'aide. Et ensuite, dernière opportunité qui se termine en fin d'année aussi de l'ADEME, c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la rénovation énergétique globale avec des contrats de performance énergétique, voilà, pour réaliser des études et des missions nécessaires à la mise en œuvre des CPE sur plusieurs régions en France. Et donc là, il y a des subventions à hauteur de 50% d'un coût d'une assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà pour ce qui est bâtiment et efficacité énergétique. Et je voulais terminer avec une opportunité d'accompagnement. Cette fois, c'est spécifique au pôle de compétitivité. Donc, Cap Énergie accompagne aussi les projets innovants au travers d'un processus de labellisation des projets plus innovants. Donc, vous avez la possibilité, si vous faites partie d'un pôle, de passer devant un comité de labellisation qui est complètement externe et composé d'experts de haut niveau. Et donc, la labellisation vous permet d'accéder plus facilement à des financements. Par exemple, le concours innovation de l'ADEME demande spécifiquement un passage devant un comité de labellisation d'un pôle de compétitivité. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut vous aider aussi à consolider vos projets et à obtenir des financements. Sachant que les projets labellisés par Cap Énergie, le 70% a obtenu des financements. Donc voilà, c'est un taux de réussite assez élevé et positif pour l'écosystème des pôles. Voilà pour ce qui est de mon intervention. J'espère que c'est clair. Je suis à disposition pour toute question. Merci beaucoup, Valentina. Des questions? Donc, on vous communiquera voilà, les supports, hein, bien sûr, de notre matinée. Écoutez, s'il n'y a pas de questions particulières, on va entamer la suite des événements avec Jean-Philippe. Je vais te laisser ma place, voilà. Comme ça, tu pourras passer les slides. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, ici. Donc le sujet, je suis Jean-Philippe Malissé, donc je suis directeur de Captronic. Donc le sujet qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, c'est tout ce qui est l'IoT, donc l'Internet des objets, donc monitoring, pilotage des consommations dans l'industrie. En quelques mots, Captronic, c'est une association qui a été fondée à l'initiative de BPI France, du CEE, avec le soutien de l'État, de l'Europe, il y a plus de 30 ans. On est membre de l'Alliance Industrie du Futur, de Team Henri-Fab, Praxis, auquel on collabore. Et notre mission, c'est d'accompagner les entreprises françaises, quel que soit leur secteur d'activité, dans la transformation numérique de leurs produits, process de production, grâce au système électronique connecté et afin de gagner en compétitivité. Donc tous les mots sont importants. Notre cœur de métier, ce sont les systèmes électroniques, tout ce que ça suppose. On va revenir un petit peu, je reviendrai un petit peu, c'est aussi un peu le cœur de l'intervention. Et dans des activités qui concernent les process, pour capter les bonnes informations pour mieux piloter les process, donc ça nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Cap Produit, effectivement, c'est mettre l'expertise notre expertise électronique au service de vos produits. C'est comment intégrer, on en a parlé, plus d'intelligence, plus de services dans vos produits, et notamment dans l'économie de la fonctionnalité. Et ce qu'on a vécu ces dernières années, c'est une accélération très importante permise par les technologies électroniques qui permettent notamment de connecter beaucoup de choses. Et à partir de là, on peut construire énormément beaucoup de services et beaucoup de fonctionnalités. Et c'est ça qui nous semble très intéressant de pousser. Et puis une partie formation aussi qui est importante, puisqu'on fait à peu près plus de 130 sessions de formation par an et 1000 participants. Ce qui est important, c'est qu'on est dans une logique très pragmatique. Les principales, on accompagne les entreprises, mais surtout les PME. Et si vous connaissez bien le monde de la PME, vous savez qu'il faut aller vite et aller rapidement obtenir des résultats. Donc, c'est un petit peu notre ADN. Et cette logique de gain de compétitivité est importante puisqu'on part du besoin et du résultat qu'on veut obtenir pour aller chercher les bonnes technos. Donc, on est plutôt en techno pool, c'est-à-dire aller chercher les technos et on vous met à votre
à votre service toute la connaissance qu'on a des technos pour vous apporter, pour répondre le mieux possible à vos besoins. Et on est aussi là pour challenger aussi votre besoin. Et notre particularité, c'est d'être aussi en neutralité par rapport aux technologies et aux offres de solutions. Captronics, ce n'est pas un bureau d'études, ce n'est pas un fournisseur de solutions. On est vraiment là dans une logique d'accompagnement. Et les entreprises qui nous accompagnent sont nos adhérents. Et donc, on est aussi dans une logique de moyen terme, long terme. Et puis, depuis les phases amont de définition, en consolidation de projet, puisqu'on est obligé de se poser pas mal de questions pour bien positionner les réponses. Donc, en lien notamment avec la stratégie de l'entreprise, ses transformations, ses contraintes réglementaires d'environnement, on essaie de balayer tout l'ensemble du spectre. Donc, généralement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont pu l'avoir déjà fait, donc tant mieux. Et dans certains cas, si ça n'a pas été fait, il faut absolument qu'on le traite, parce qu'autrement, on construit des projets sur du sable. Voilà, et puis on va jusqu'à l'identification des solutions les plus pertinentes, qu'avec vous, bien sûr, et puis l'accompagnement à la mise en œuvre, si vous avez besoin de cet accompagnement-là. Donc ça, c'est en fonction aussi de vos savoir-faire internes sur ces sujets-là. On a une présence dans toute la France, on a à peu près 400 entreprises adhérentes. Ça va rapidement. C'est pas le sujet. Donc le sujet d'aujourd'hui, donc c'est effectivement le monitoring et le pilotage. Donc vous connaissez la petite phrase, hein, c'est mesurer pour maîtriser. Tant qu'on ne mesure pas, on ne sait pas de quoi on parle. Donc l'objectif, c'est vraiment de mesurer, d'en tirer des conclusions, d'agir et ensuite de suivre, bien sûr, le résultat de ce qu'on a pu mettre en place. Donc, vous connaissez, je pense, autour de la pièce, la norme ISO 50001, l'approche PDCA, donc je vais aller assez vite. Hein. On s'appuie sur ce genre de démarche. Donc, un plan planifié, donc définition des objectifs. Vous verrez qu'effectivement, pratiquement sur toutes les lignes, en tout cas sur un certain nombre d'entre elles, vous avez la mesure. Donc, phase éventuelle de mesure pour identifier les équipements les plus consommateurs et sur lesquels les actions de réduction de maîtrise semblent les plus accessibles et quantifier plus précisément les niveaux de consommation. C'est une étape qui nous semble importante. Alors, si vous l'avez déjà, tant mieux. Corréler ces mesures à l'usage de ces équipements, donc bien sûr avec des identifications de cas d'usage. Et puis ça, c'est très important, on en reparlera aussi, c'est quelles sont les données qui permettent d'expliquer ces consommations. On parle de variables explicatives. Donc là, on élargit la notion de mesure, puisque dans certains cas, on n'a pas uniquement besoin d'avoir la mesure de la consommation électrique, énergétique, mais avoir aussi d'autres informations qui permettent de l'expliquer, et ensuite sur lesquelles on va pouvoir agir. Et puis, effectivement, ce qui me semble particulièrement important, c'est identifier les actions envisageables pour réduire la consommation énergétique de ces équipements. Et dans les savoir-faire qu'on peut avoir, effectivement, c'est effectivement essayer de réfléchir sur votre métier, vous le connaissez bien, mais comment on peut, avec les technologies électroniques, en connectant, vous donner la capacité d'aller optimiser l'utilisation de ces équipements énergivores. Et puis, bien sûr, se fixer des priorités. Donc ça va dépendre de votre stratégie. Construire des plans d'action avec souvent des logiques d'essayer d'aller chercher ce qui est le plus accessible versus les impacts les plus importants, avec des phases de test avant généralisation, puis surtout être dans une logique de communication dans les organisations, c'est-à-dire essayer de sortir assez rapidement des résultats pour emmener aussi l'organisation sur ces sujets-là, qui sont quand même, comme tout projet important, toujours un facteur humain aussi qui est très important. Enfin, notre conviction, c'est effectivement que le pilotage des consommations, ça doit être un projet d'entreprise. Et donc, du coup, c'est important d'emmener tout le monde. La partie do, donc réaliser, donc bien sûr, mise en œuvre des actions, mobilisation de l'ensemble des parties prenantes. Bien sûr, c'est important de regarder, de prendre le temps de regarder les solutions. Et puis, bon, on l'indique toujours, l'implication forte du management, ça, je pense que vous partagez. Bien sûr, suivi des résultats obtenus, de l'atteinte des objectifs, et puis ensuite, on ajuste. Donc, ajustement des actions, bilan des résultats obtenus, c'est important. Donc, souvent, remonter effectivement au niveau de la direction de l'entreprise. La communication interne, qui est particulièrement importante, et puis externe, puisqu'effectivement, de plus en plus aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie de la communication de l'entreprise. Donc, soit de façon globale, soit parce qu'elle peut aussi être exigée par vos donneurs d'ordre. Et puis, bien sûr, relance de nouveaux cycles. C'est une logique de bouclage. Et pour tout ça, c'est un petit peu l'objectif de cet échange spécifiquement, c'est disposer des bonnes informations, donc issues des données mesurées. Donc, on fait la distinction entre ce qu'on mesure et l'information qu'on en tire. C'est pas anodin. Et bien sûr, c'est au cœur de cette démarche. Le rappel des types de mesures,
je vais très rapidement. Donc, vous avez la mesure au niveau du compteur, hein, qui est aujourd'hui de plus en plus connecté. Vous pouvez avoir des solutions de comptage au niveau du TGVT, donc avec des systèmes de mesure non intrusifs. Ça mesure une consommation agrégée et puis ça vous permet, par différents moyens, d'arriver, grâce à des signatures, à identifier chaque type de consommation. C'est quelque chose qui est un petit peu plus ancien, parce que depuis, on a mis en place d'autres solutions, mais ça peut fournir déjà des solutions. Donc, on a soit par de technologies basse fréquence, c'est-à-dire sur détection d'événements, allumage, extinction, d'autres éléments complémentaires de différenciation, puissance, facteur de puissance, monophasé, triphasé, etc. On va essayer de regarder quelles sont les caractéristiques et, avec de l'intelligence, essayer d'arriver à partir d'une consommation globale, arriver à sortir des consommations par type de consommation. Donc, ça donne une première information. Donc, dans certains cas, ça peut être adapté. Et puis, on a des systèmes aussi qui sont beaucoup plus avancés sur des mesures à très haute fréquence. On arrive à avoir aussi de l'information par ce biais-là. Et puis, aujourd'hui, ce que permet l'IoT, c'est effectivement un sous-comptage beaucoup plus fin à l'équipement, au fil d'alimentation, clairement sur la phase. Et donc, effectivement, au niveau de chaque équipement. Donc ça, c'est vrai que c'est une avancée par rapport à ces technologies-là qui sont un petit peu plus anciennes. Cette démocratisation du point de mesure est quelque chose qui est important. Par contre, avec la difficulté qu'on peut aussi se retrouver avec énormément de données et se dire, OK, on cumule de la donnée, mais ensuite, avec la question de ce qu'on en fait et comment on l'exploite. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, c'est de façon relativement globale, on a une approche qui est quand même orientée, c'est un petit peu l'objectif aujourd'hui, plus orientée process industriel. Alors, pourquoi c'est spécifique? Parce que d'abord, très rapidement, on se rend compte que les consommations énergétiques, elles sont directement liées à la maîtrise et à l'optimisation de vos processus industriels. Donc, ça veut dire que ça, c'est que, la consommation énergétique, elle vous sert à vous si vous gérez la consommation énergétique, mais elle doit aussi être prise en compte. Et en tout cas, c'est à terme, souvent, on a les premiers niveaux de gain entre guillemets, assez basiques, mais ensuite, si vous voulez aller plus loin, ça veut dire qu'il faut que les systèmes de pilotage des process industriels doivent prendre en compte la consommation énergétique, en tout cas dans leur logique de construction, et donc au même titre que toutes les autres données de pilotage. Qu'au niveau de chaque équipement ou ligne de production, mais aussi, donc c'est effectivement l'optimisation d'un équipement, d'une ligne qui peut être de séchage, etc., dans l'agroalimentaire, mais au niveau, ensuite, en termes d'organisation de la production, c'est-à-dire que vous allez potentiellement aller jusqu'à l'arbitrage entre plusieurs équipements dans des phases d'ordonnancement. C'est effectivement vous dire, vous avez un coût, dans l'ordonnancement industriel, vous avez un coût, vous arbitrez longueur de la série, disponibilité, etc. Et en tout cas, aujourd'hui, la priorité qu'on donne à la consommation énergétique, avec notamment l'augmentation des coûts, mais pas que, c'est de se dire que ça doit être un critère qui peut être aussi pris en compte dans les ordonnancements. Et puis, la logique aussi veut qu'une entreprise se pilote aussi au travers d'un certain nombre de tableaux de bord financiers. C'est que cette information elle doit être aussi intégrée dans les tableaux de bord financiers. Et la finesse de mesure, à terme, doit vous permettre d'intégrer, dans certains cas en tout cas, d'intégrer l'énergie en termes de coûts directs et dans la mesure de l'impact environnemental du produit ou du service concerné. D'abord parce que c'est une demande, cette mesure de l'impact, c'est-à-dire que de plus en plus on va vous demander votre impact carbone, vos donneurs d'ordre par ricochet vont le demander. Et de l'autre côté, ça vous permet aujourd'hui d'arbitrer en sachant et de mettre aussi des bons niveaux de prix par rapport au coût de l'énergie. Vous allez peut-être avoir des productions qui sont plus chères que d'autres en coût d'énergie parce que vous faites le choix de tels équipements. Et ça vous permet, en ayant ces coûts directs, de faire ces arbitrages-là. Donc, ce n'est pas anodin. Et ça veut dire que la donnée de mesure de la consommation énergétique, ce n'est pas une donnée uniquement, vous allez l'avoir à un instant T, mais c'est une donnée que vous allez devoir partager avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, parce que si on veut que ça aille le plus loin possible, ça doit être un critère, en tout cas de pilotage, que tout le monde doit prendre en compte. Et puis, quelque chose d'important aussi, c'est qu'on l'a évoqué, hein, typiquement sur tout ce qui est activité de maintenance prédictive, préventive, temps d'utilisation, intensité d'utilisation des équipements, etc. La donnée de consommation énergétique est aussi intéressante. Donc, c'est aussi intéressant, l'objectif dans beaucoup d'équipements, c'est de les faire tourner, j'allais dire, dans leur zone de confort, c'est-à-dire et essayer dès qu'on sort de cette zone, entre guillemets, de fonctionnement normal, de se poser des questions, de se dire pourquoi ça ne fonctionne pas normalement. Et donc ça permet, cette donnée du coup de consommation énergétique, elle doit être largement partagée
auprès d'autres parties prenantes. Donc, c'est intéressant dans les projets de dire, voilà, cette donnée-là, à qui elle peut servir et à qui elle doit servir. Donc, toutes ces informations-là, de dire que ce n'est pas une donnée qui est uniquement nécessaire à la personne qui gère, qui est responsable de la maîtrise des consommations d'énergie, mais elle doit être partagée à beaucoup de personnes. Et de la même façon, pour vous qui cherchez à analyser les consommations d'énergie, vous devez aussi avoir rapproché avec les autres données. Donc, potentiellement, nécessairement, ce sont des données qui sont liées à votre, à votre métier. C'est comment vous expliquez telle ou telle consommation d'énergie et quelles sont les variables explicatives. Pourquoi j'ai cette consommation d'énergie? Donc, c'est à faire ce lien-là, et ce lien de corrélation, il est super important. Donc, du coup, vous avez aussi, vous, besoin des informations qui sont produites par les autres systèmes de l'entreprise. C'est vraiment, pour nous, c'est quelque chose qui est très intégré. Et ça l'est beaucoup plus. Alors, ça l'est aussi, par exemple, dans le bâtiment. Hein, on l'a évoqué rapidement, en disant, voilà, aujourd'hui, comment je vais mettre de l'intelligence dans mon pilotage de bâtiment. C'est-à-dire, par exemple, je vais faire varier la ventilation en fonction de la qualité de l'air et de l'occupation de la place. On est énormément dans cette pièce, on va augmenter. Par contre, s'il n'y a personne, on va réduire la ventilation et on va diminuer, du coup, les consommations. Donc, cette logique-là, qui dans le bâtiment sont relativement simples, dans l'industrie, c'est multiplié par énormément de facteurs. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à prendre en compte. Et on est en plein milieu de l'industrie du futur où on a des optimisations globales de process avec beaucoup de données à gérer. Donc, ce n'est pas forcément très simple. Et puis, alors, je vous dresse un tableau qui est un petit peu complexe, mais souvent, on a une première étape d'audit qui permet de voir un petit peu où on en est. On mesure, on analyse ses consommations énergétiques, et donc cette mesure, elle ne peut pas être, comme je viens de dire, mise en œuvre, en tout cas à terme, de manière isolée et verticale. Vous pouvez commencer avec déjà une mise en œuvre assez globale en disant « je mesure mes consommations énergétiques et je peux déjà mettre en place des systèmes assez rapidement », mais à terme, vous devez effectivement, en tout cas, si on veut aller au bout de la logique, gérer la consommation énergétique de façon plus globale. Et puis, effectivement, après, c'est complètement variable en fonction de votre métier, etc., de votre complexité de processus industriel. Tout ça, ça doit être adapté. Voilà. Alors, du coup, si vous voulez, de notre côté, on rentre dans ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire, en fait, tout le process, en tout cas de l'IoT, ou enfin, en tout cas de la captation et de l'analyse de la donnée, avec tout ce que ça suppose. Donc, vous allez voir, c'est relativement complexe. Par contre, ensuite, ça permet d'avoir une vision, de comprendre tous les paramètres à regarder, et ensuite, vous allez aller chercher des solutions qui sont disponibles. Généralement, il y a quand même beaucoup de choses de disponibles, mais en connaissance de cause. Donc, vous avez deux approches. Une approche où vous partez du besoin métier pour aller chercher les données nécessaires, et une approche où vous partez du capteur pour aller vers l'information partagée. Donc, la première approche, c'est capter des données et les pré-traiter. Donc, nous, on vient du monde de l'électronique, donc on aime bien pré-traiter juste derrière les capteurs. Donc, remonter des données brutes tout en haut, puis ensuite de les redescendre. Donc, vous allez regarder quelles sont les données qui sont à votre disposition, donc sur les automates, les commandes numériques, etc. C'est très important, la connaissance des grandeurs physiques. Parce qu'effectivement, pour comprendre un processus, il faut savoir ce qu'on mesure. C'est absolument pas anodin. L'intégrateur des capteurs dans les composants, donc effectivement, on est dans l'industrie, donc vous êtes dans un environnement qui peut être assez exigeant, avec des normes. Enfin, vous avez, si vous êtes dans la chimie, par exemple, en environnement ATEX, donc atmosphère explosive, il y a quand même un certain nombre de choses à regarder. Bien sûr, où j'allais chercher les capteurs qui peuvent être, si possible, autonomes, parce que si on peut éviter de les alimenter, c'est intéressant. Communicants. Vous êtes dans l'industrie, c'est-à-dire que le matin, il faut que ça démarre, donc il faut qu'il soit fiable, donc ça doit être une information qui soit stable, sûreté de fonctionnement. La sécurité et la cybersécurité, ça a été évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut savoir que les exigences en termes de cybersécurité vont extrêmement augmenter, avec notamment l'arrivée de la NIS 2, si vous n'en avez pas entendu parler. Ça veut dire que la notion d'opérateur d'importance vitale va être élargie et que potentiellement, par rapport à vos donneurs d'ordre, vous allez avoir des niveaux d'exigence qui sont de plus en plus élevés. Et notamment avec une norme, la 62443, qui est intéressante à regarder. La qualité de service, bien sûr, et puis, effectivement, dans certains cas, l'IA embarquée peut fournir vraiment proche capteur déjà de l'information, et vous évitez de remonter toutes les données pour ensuite les traiter et les redescendre. Si vous pouvez déjà avoir de l'information directement par le capteur, ça peut être intéressant. Mais ça va dépendre de la complexité de ce que vous voulez mesurer. Ensuite, il va falloir transmettre. Donc, vous avez le choix, télécommunications sans fil et filaire, donc
la gestion des réseaux, bien sûr toujours la cybersécurité. Donc on parle toujours de confidentialité, mais l'authenticité et l'intégrité sont aussi deux facteurs qui sont importants. Il faut bien effectivement être sûr que ce soit la bonne information. Et l'intégrité, est-ce que vous avez toute l'information? C'est quelque chose d'important. L'architecture pour le partage de données, l'interopérabilité des systèmes, la sécurisation des transmissions, voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut, à un moment ou à un autre. Donc, vous avez généralement des solutions qui permettent de le faire, mais c'est intéressant que vous l'ayez en tête pour ensuite, quand vous choisissez un système, vous choisissez en connaissance de cause. Ensuite, analyser, exploiter, hiérarchiser. C'est bien de remonter de la donnée. Il faut ensuite pouvoir en faire quelque chose. Donc, j'ai déjà évoqué tout ce qui est croisement des informations, la construction de l'information à partir de sources multiples, en local. Et là, effectivement, dans certains cas, là, déjà en local, vous pouvez avoir de l'information. Ensuite, vous pouvez l'avoir au niveau, c'est pour ça qu'on parle de smart data, de big data, au niveau d'une chaîne, au niveau d'une usine ou de façon plus globale. Dans certains cas, ça peut être des modèles qui sont même partagés avec d'autres industriels. La qualité d'information, bien sûr, la sécurité, toujours, et puis les applications métiers, puisque tout ça, c'est lié à votre métier. Et puis, en tout dernier lieu, bien sûr, restituer les informations et agir. On va reboucler sur la boucle. La supervision, les services, l'accès à distance, tout ce qui est interface homme-machine, c'est absolument pas anodin. C'est-à-dire en fonction de la personne à laquelle est destinée l'information, vous devez en tout cas réfléchir à la façon dont vous allez l'afficher et la restituer, parce que tout le monde ne cherche pas la même info. Et donc, c'est intéressant en termes de delta de temps, en termes de voilà, il y a plein de choses pour aller directement à l'essentiel. Et puis, on revient, comme on fait de la supervision, on revient vers les machines, vers les actionneurs. C'est quel va être, si possible de façon automatique ou semi-automatique, quel va être l'impact, ou quel va être, par exemple, vous allez commander des moteurs, ou enfin, plein de choses. Donc, c'est intéressant. Et puis, bien sûr, l'intégration au système d'information de l'entreprise, tout ce qui est ERP, GMAO pour la maintenance, etc., etc. Ouais, vous voyez, c'est quand même relativement riche et toutes les questions que vous pouvez vous poser. Donc, c'est plutôt, vous ayez en tête ce schéma-là, puis ensuite, regardez si ça a du sens pour vous et puis par rapport aux solutions que vous recherchez. Et bien sûr, là, on était dans l'approche bottom-up, du bas vers le haut, puis vous avez bien sûr le top-down, c'est-à-dire que vous pouvez aussi partir de vos besoins pour redescendre vers ce que vous allez devoir aller chercher comme info. Voilà, donc ça, c'est le schéma classique de la collecte de la donnée. Bien sûr, connecté. Donc, effectivement, dès qu'on parle de connecté, ça devient de l'Internet des objets. Voilà, donc c'est un peu riche. Alors, exemple, voilà, un petit exemple. Je vais vous mettre cet exemple-là parce qu'en fait, on parle de consommation électrique que sur la première ligne. Ensuite, vous avez plein d'impacts qui vont être liés. Donc, dans le premier temps, vous mettez de la LED. Premier réflexe, effectivement, vous allez diminuer votre consommation électrique. C'est tout à fait vrai. Mais vous allez aussi pouvoir mettre de l'intelligence pour ajuster l'éclairage à la situation et au cas d'usage. Typiquement, quelqu'un est dans la pièce, vous avez besoin de plus ou moins d'intensité. Donc, vous allez pouvoir déjà avoir ce premier niveau d'impact positif. Vous allez augmenter aussi les durées de vie d'un facteur facilement 2, 3, 4, ça dépend pas de quoi vous partez. Et donc, du fait d'augmenter les durées de vie, vous allez diminuer les coûts de maintenance. Vous allez également avoir la possibilité d'améliorer la qualité de service, puisque vous allez, avec des systèmes qui peuvent être connectés, maîtriser et planifier de la maintenance. Un exemple, par exemple, du néon à LED, ça veut dire que vous aviez le néon qui clignote. Vous connaissez tous bien, ça veut dire que le néon clignote, c'est insupportable. C'est un gars qui vient, une nacelle, etc., etc. Donc, vous imaginez le coût. Là, vous allez avoir des néons qui, avec une meilleure durée de vie, mais qui vont aussi petit à petit perdre de l'intensité. Vous avez la possibilité de savoir à quel moment, et quand vous faites intervenir la nacelle, vous allez changer un tiers de vos néons. En termes de coût, dans les études qu'on a pu faire, c'est le même coût en termes de gains, ça dépend des surfaces, etc., mais le même coût que les diminutions des consommations électriques. Vous voyez, vous avez des effets aussi de bord qui sont intéressants, et vous améliorez la qualité de service, puisque vous n'avez plus de néons qui clignotent. C'est quand même sympa. Autre chose qui peut être aussi intéressant, vous pouvez apporter plus de services. On va déjà parler de la variation de l'intensité lumineuse, mais vous allez aussi pouvoir faire varier la couleur d'éclairage. Dans certains cas, notamment dans la distribution, dans le commerce, ça peut avoir un intérêt. Par exemple, être un blanc très froid sur du produit frais et des couleurs plus chaudes, par exemple, sur de l'habillement ou d'autres produits. Et puis, dans certains cas, alors on va encore un peu plus loin, sur de l'éclairage solaire autonome, vous allez diminuer aussi tous les travaux génie civil. Vous allez avoir des éclairages, des systèmes qui sont donc sans poser, sans trancher, etc. Et ça peut se monter, ça coûte beaucoup d'argent. Et encore effet de bord intéressant dans certains cas, vous pouvez avoir aussi des systèmes qui sont, par exemple, avec toute l'électronique, le stockage qui sont en hauteur. Donc, vous pouvez aussi installer ces systèmes dans des zones inondables.
Voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Vous voyez, au travers d'une évolution technologique qui est la LED, le fait de connecter, le fait de mettre alors c'est un peu notre cœur de métier de l'électronique, ben on arrive à avoir tout ça. Donc c'est intéressant dans certains cas de se dire, OK, la consommation d'énergie électrique, c'est un point important, parce que pour plein de raisons, mais vous pouvez aussi en tirer beaucoup d'avantages. C'était tout donner un petit peu en disant, voilà, c'est l'intérêt de regarder de façon un peu plus large et de se poser la question à coût équivalent en disant, en tant qu'affaire à mettre de la LED, bah, qu'est-ce qu'on peut. Et c'est aussi intéressant parce que ça vous permet aussi de justifier vos investissements et calculer vos ROI, pas uniquement en fonction de cette consommation, durée de vie, etc., en intégrant tout l'ensemble du coût de mise en œuvre. Voilà, alors d'autres exemples. Donc, alors, c'est des exemples qui nous ont été montés aussi. Hein, c'est avec le produit que je vais vous montrer, mais il y en a d'autres. Hein, c'est vraiment un titre d'exemple. Un système de connexion, donc une solution de mesure fine qui permet de mesurer au câble d'alimentation. Donc, c'est des gens qui font du packaging, un Berry Global. Leur objectif, c'était, donc, ils ont supervisé l'ensemble des parcs machines de 7 usines européennes, donc des extrudeuses, donc c'est des gens de packaging. Donc, vous voyez, c'est des rouleaux de plastique, etc. Donc, extrudeuses, ventilateurs, chauffage des cylindres, refroidissement. Pour leur premier besoin, c'était suivre les consommations en ligne. Et c'était la première étape de leur démarche de digitalisation au niveau européen. De façon très simple, parce que vous pluguez, ça se fait très rapidement. Et sur un exemple un peu plus focus, sur un site en Angleterre, ils sont allés sur des points un petit peu durs et ils ont travaillé sur le coût de chauffage d'un bain d'huile. Alors, c'est des bains d'huile qui sont un petit peu importants. Et ils ont pu mesurer un gain d'une centaine d'euros chaque nuit, rien que le fait d'éteindre l'alimentation du bain d'huile la nuit. Alors, on est sur du 0,8 € le kilowattheure en Angleterre, mais on peut arriver très vite à avoir des choses à mesurables et qui permettent effectivement de faire évoluer les process. Donc voilà, le soir, il faut éteindre, la nuit, il faut rallumer. Par contre, il faut mettre un petit peu de temps. Voilà, il y a pas mal de choses, mais ça permet de mesurer l'impact. Donc, c'est des choses, ce que je vous disais, parfois, c'est des choses on arrive à des gains très rapides dans un premier temps. Après, il faut aller un peu plus loin. Autre exemple que je trouve très intéressant. Bon, la même chose, hein, c'est un investissement. Donc, mesure avant-après la pose d'isolation sur des cuves chauffantes. Et on voit tout de suite quel est l'écart. Et ça permet de faire un essai sur une première cuve, puis ensuite de regarder effectivement ce qu'on gagne et de justifier d'autres investissements. Voilà. Troisième exemple. Donc là, c'est intéressant puisque c'est un fabricant de colle qui, dans son process d'innovation, dans son discours client, va mesurer la consommation nécessaire à sa nouvelle colle, à l'usage de sa nouvelle colle par rapport à une colle classique. Et effectivement, du coup, pouvoir valoriser ce gain auprès de ses clients. Ça, c'est intéressant aussi comme en disant, voilà, aujourd'hui, vous pouvez assez facilement apporter de la preuve. Chez Schneider Electric, donc sur une usine à Carros, donc une trentaine de capteurs. Donc, ils ont analysé, alors c'est classique hein, sur les compresseurs, puisqu'on a beaucoup de choses, des gros postes de consommation, avec notamment pas mal de fuites d'air, et des compresseurs qui peuvent, dans certains cas, être plus ou moins efficaces. Donc, ils ont analysé la consommation des compresseurs. Ensuite, ils sont allés passer sur d'autres équipements pour détecter des anomalies, donc soit sur le compresseur, soit sur le réseau d'air. Comparer des équipements similaires pour améliorer ou renforcer les puces énergivores. Ils estiment à peu près, alors au stade où ça a été, parce que c'est des démarches qui sont assez continues, au moins plus de 2 millions de mégawatts-heure par an sur le site. C'est quand même relativement important. Donc on arrive quand même assez vite à avoir des bons résultats sur des usines qui sont quand même à la base relativement optimisées, puisque Schneider, ils savent quand même un petit peu travailler. Quelque chose d'important aussi, c'est sur les ça rejoint un petit peu le sujet sur la colle, mais par exemple l'IPC, l'Institut des plastiques composites, qui va regarder, analyser les différents procédés, les différents plastiques, etc., ou composites, pour calculer l'empreinte carbone des procédés. C'est des choses qui sont importantes. C'est vraiment, donc, le discours que j'avais, c'est effectivement de dire c'est quelque chose qu'il faut prendre le plus, de façon, ça devient un paramètre hyper important dans toute la mise en œuvre et la mise au point des procédés. Autre solution chez Bonduelle, aussi, mais en conserve ou en sachet des légumes.
Donc, à Renescure, c'est dans le 62. Donc, c'est la recherche d'un système. Donc, ils étaient à la recherche d'un système de sous-comptage. Et leur problématique, c'était de ne pas arrêter la production, donc pas être sur quelque chose de très invasif. Et c'était mieux comprendre, on est toujours à peu près dans les mêmes questions, hein, mieux comprendre les comportements des machines. Donc là, on est sur des processus de congélation rapide, notamment en mode veille. Régler finement et avec le réglage des paramètres de veille, d'arrêt, ils ont pu gagner 14 000 € par an sur ce point-là. Donc ensuite, évidemment sur d'autres points. Et ce qui est intéressant, c'est avec ces capteurs-là, ça leur a aussi servi à asseoir leur certification ISO 50001. Voilà un petit peu là. Et dernier point, là, on passe toujours dans l'agroalimentaire, mais dans les yaourts, donc pour les amateurs de Danette et de velouté. Donc la même chose, mesure des consommations des moteurs dans les tunnels de ventilation, et puis couplé, là c'est aussi, on rejoint la question des variables explicatives, couplé avec l'installation de capteurs de température pour effectivement essayer de comprendre, optimiser tout le process dans les tunnels de ventilation. Voilà, donc c'est vraiment pour vous donner un large point. Et la solution qui est en démonstration sur la plateforme, hein, ça a des petits capteurs Clib. C'est la transmission Zigbee. Ensuite, on a un concentrateur radio. C'est assez classique, effectivement, dans l'IoT, et qui transmet en GPRS sur des serveurs. Et ensuite, vous avez des tableaux. Et dans ce cas-là, on a soit la possibilité de transmettre sur un serveur, ou c'est aussi compatible avec des plateformes de Schneider qui permettent aussi de capter l'information aussi en local. Donc, avec effectivement cette logique d'aller plus loin et de faire en sorte que ça soit une variable parmi d'autres dans les conduites de process. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez, je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai été relativement vite. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc, la disposition pourra changer. Peut-être que vous avez des situations chez vous, voilà, à exprimer ou des problématiques que vous avez rencontrées par rapport à peut-être une stratégie de digitalisation justement que vous avez mise en place. Voilà, vous pouvez peut-être partager avec nous. Non. Dommage. Ah si, oui. Au niveau de la recherche, au niveau des capteurs. Non, ça devrait aller. Merci Dominique. La recherche des capteurs. Aujourd'hui, nous, on est en train de chercher des capteurs pour analyser les COV, par exemple, objet de cheminée, et on est confronté à la limite technologique par rapport au COV. Oui, effectivement. Alors, le capteur, c'est un point très important. Il y a de le signaler parce que si on n'a pas la bonne info, on ne fait rien du tout. Donc, on peut parler d'IA, alors qu'il y a à la fois le capteur avoir la bonne info et puis avoir souvent on est sur de la fusion de capteurs. Donc, on regarde effectivement les technologies. Donc, on a en fait, ce que je n'ai pas dit aussi, enfin, je l'avais indiqué, mais je l'ai pas. La particularité que l'on a, c'est qu'on s'appuie sur un gros réseau de centres de compétences, notamment de recherche. Bon, ça, c'est un peu aussi notre origine avec le CEVA, mais pas que le CEVA. Qu'on va aller chercher en fonction des points durs qu'on a, notamment sur la captation de données. Donc, on a aussi cette capacité à aller chercher. Donc, à bien analyser et de regarder. On est par exemple spécifiquement sur des programmes sur les imageurs, par exemple. Dans certains cas, ça peut donner de l'information. Et après, il y a plein de solutions. Et de regarder à la fois les capteurs existants et puis les capteurs où il faut aller plus loin en allant mobiliser des centres de recherche sur ce sujet-là. Ça, pour regarder ensuite vraiment regarder ce que vous cherchez, la façon où est-ce qu'on peut mettre un capteur, etc. Voilà, et toutes les problématiques que vous pouvez avoir effectivement sur les COV. Sur le gaz, il y a beaucoup de choses. Avec des choses qui peuvent être très, très précises ou moins précises, ça va dépendre. Et puis, quels sont aussi vos niveaux de coût, les niveaux de coût que vous recherchez. On n'est pas non plus, dans certains cas, on peut être entre guillemets en open bar, c'est-à-dire qu'on a tellement de problématiques qu'on peut aller très loin, puis dans d'autres cas, il faut quand même faire un peu attention. C'est aussi ça qu'on va aller regarder. Ça peut s'analyser dans le cadre d'une prévisite ou... Oui, tout à fait. Oui. Bon, on voit ça avec vous, et puis on regarde ce qui peut être proposé, et puis comment on peut aller chercher. Enfin, on fait une analyse du problème, puis ensuite on dit si qu'est-ce qu'on voit, puis ensuite pour nous c'est assez classique. C'est effectivement on regarde à partir du besoin, puis ensuite on regarde quelles sont les solutions techniques, et puis ce que vous avez déjà essayé. Puis en allant plus loin par rapport à ce qu'on accompagne beaucoup de projets, donc c'est des sujets qu'on a l'habitude de voir.
Est-ce que de manière générale, justement, le choix, la qualification des capteurs est déjà quelque chose de compliqué ou en fonction évidemment de la problématique et peut-être de l'environnement, des contraintes de l'environnement? Oui, en fait, on part sur des technologies candidates. On regarde ce que vous cherchez. Ensuite, forcément, il y a des phases effectivement de test pour vérifier ce que ça et comment vous corrélez. Et aussi avec votre cadre réglementaire. C'est-à-dire que généralement, vous avez un cadre réglementaire et ce cadre réglementaire, il impose des normes de mesure. Il faut être aussi cohérent et faire le lien entre ce que va vous donner, par exemple, une mesure en laboratoire et une mesure en continu. C'est aussi des choses qu'il faut regarder. Et dans certains cas, ça participe même à faire évoluer la norme. Aujourd'hui, par exemple, j'ai un exemple d'une société qui travaille sur un cadre réglementaire et ils veulent faire évoluer sur de la mesure qui était de la mesure en laboratoire sur de la mesure en continu. Et l'objectif, c'est carrément de faire évoluer la norme. Ça peut aller très, très loin. Mais effectivement, il faut être cohérent parce que j'imagine, votre logique, c'est de respecter une réglementation. Il faut que vous fassiez bien le lien entre ce que vous allez mesurer et pouvoir opposer ce que vous allez mesurer, prouver en termes de preuves par rapport à la. Donc, on a ça va être des. Donc, c'est ça aussi qu'il faut bien regarder avec vous pour qu'on soit cohérent. C'est-à-dire que si on sort une valeur, il faut pouvoir la corréler avec. Et puis, il peut y avoir plein de. En suivant les technologies, il peut y avoir plein de variables, de variabilité. Typiquement, la température, le vent, il peut y avoir plein de choses. Je ne connais pas exactement mais il faut faire attention à tout ça. Et puis, à quel endroit vous mesurez? Est-ce que c'est. Forcément, vous allez avoir un point de mesure, donc à quel endroit vous mesurez. Il y a plein de questions qu'il faut. C'est pas si simple que ça. J'imagine parce que vous me posez la question. Donc, il y a tout ça qu'on a l'habitude de regarder. Et d'autres questions? J'en ai encore une. Tu as évoqué IA. Oui. Est-ce que tu peux, parce que évidemment, on comprend bien que tout ça, ça représente aussi, une fois qu'on a capté l'information, justement beaucoup d'informations à gérer, à analyser. Est-ce que c'est à ce moment-là que le passage par l'IA est incontournable ou pas? En fait, ça va dépendre de chaque cas d'usage. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on essaie, c'est d'avoir les mesures les plus propres possibles pour avoir l'information. Alors, on parle souvent d'IA avec de l'imagerie. Et plus vous avez une image propre, moins vous allez avoir. Alors, soit on va avoir une IA relativement simple, soit on peut avoir une IA plus évoluée, ou simplement du traitement du signal. En fait, on part du besoin. En fonction du besoin, on va regarder quelle est la technologie qui est la plus intéressante et puis surtout, à quel endroit on a besoin de l'information. Typiquement, si vous avez une information qui est nécessaire à la personne qui pilote la ligne, vous n'allez pas mettre une IA dans le cloud. Vous allez la mettre en pied de chaîne pour avoir tout de suite l'information. Donc, c'est toutes ces questions-là. Et puis après, au travers de l'IA, il y a à la fois la technologie, mais il y a aussi tout l'apprentissage. C'est-à-dire que l'IA, vous la faites apprendre par rapport à un jeu. Ça veut dire que si vous cherchez des défauts, il faut lui donner tout votre jeu de défauts. C'est pas si anodin que ça. Puis ensuite, il faut la faire vivre. Il faut aussi avoir des processus. Donc, c'est relativement complexe, mais si on prend les choses dans le bon ordre, on arrive à avoir des choses qui sont intéressantes. Et l'idée, effectivement, c'est de faire le plus simple, entre guillemets, possible. Et surtout, c'est important, c'est qu'une IA, c'est pas un truc magique. C'est-à-dire que ça va si vous mettez les bons critères d'entrée, ça vous donnera les bons résultats. Si vous oubliez un paramètre, elle va vous raconter n'importe quoi. Il faut faire attention, donc il faut bien analyser. Et il y a un vrai enjeu de compréhension, d'analyse du métier, du process, etc., du processus que vous allez chercher à piloter, à mesurer pour avoir la bonne info. Donc, c'est pas si. On peut raconter, vous avez toujours des histoires, on raconte n'importe quoi en termes de corrélation. Il faut faire attention à ce qu'on. Et dernier point, ce qui est important aussi, c'est que l'IA, il ne faut pas que ce soit pour vous une boîte noire et que vous compreniez comment elle fonctionne et surtout que vous soyez capable de l'expliquer pour ne pas perdre votre savoir-faire. C'est-à-dire, votre savoir-faire, c'est de comprendre vos processus, c'est de comprendre votre métier. Donc, si c'est quelque chose qui est le cœur processus, il faut vraiment bien le mettre en œuvre pour comprendre ce qu'elle vous dit. Alors, elle va vous aider, mais que vous arriviez à la raccrocher, en tout cas les résultats, que vous arriviez à les expliquer, et dire oui, c'est parce que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est important parce que on a vu des cas où c'était tellement cœur de métier que les entreprises ont dit non, il faut vraiment, c'est super important d'avoir de toujours conserver la capacité à comprendre ce que dit l'IA. Et surtout, alors c'est aussi un des problèmes, c'est que pour mettre en place une IA, vous allez devoir vous appuyer sur les gens qui ont le savoir dans votre structure. Donc, c'est aussi bien les associer dans
L'IA, ça vient pas, c'est un outil pour vous, ça vient pas remplacer votre savoir-faire. Ça vient pas, entre guillemets, vous mettre dehors, quoi. Voilà. Autrement, vous allez avoir du freinage, ça, voilà. Enfin, comme tout système, quoi. Voilà, ça peut être un super outil, mais comme tous les outils, il faut voilà, bien se poser les bonnes questions. Et pour nous, ça reste une solution technologique, quoi. Merci. Dominique, mais c'est pas. Oui, je remercie d'être là et on va passer à l'illustration. Alors, voilà, Dominique est venu m'expliquer le développement qui était en train de réaliser avec Waki et comment les illustrations peuvent répondre aussi à des besoins assez, voilà, cette sobriété énergétique qu'on recherche. Voilà. Donc, ça m'a un peu interpellée et je pense que c'est intéressant aussi de vous le présenter ce matin. Donc, à toi. Merci Nathalie, merci de l'invitation et bonjour à tous. Ça va? Oui, ça fonctionne. Voilà. Non, je voulais rester là. Ah, je voulais rester là. Oui, juste pour dire qu'on ne va pas diviser par 3, je vais être beaucoup plus ambitieux. On va diviser jusqu'à 300 fois la consommation en veille. Donc, j'ai oublié des zéros. Il y a juste quelques zéros. Donc, on a beaucoup. Et puis, par la suite, il y a juste un L aussi, sinon je m'envole. Ouais, mais ça, oui, un après. Je suis désolée. Donc, voilà, l'ambition est très forte sur ce nouveau produit. Et donc, je trouvais intéressant de vous parler de cette nouvelle solution qu'on est en train de développer. Pour ma part, je suis président fondateur de Steam Shop, qu'on a créé bientôt il y a 10 ans, et qui a une particularité, on a développé une techno de transfert de données par des signaux ultrasons. Donc on est capable de faire du sans-fil, sans ondes radio, qui est particulièrement pertinent dans les endroits milieux contraints industriels, où les ondes radio ne marchent pas bien, ou ne sont pas permises, où il y a des problèmes de sécurité. Avec l'ultrason, on bouge de l'air, donc on est totalement inoffensif, même quand c'est explosif, humide, métallique, électrosensible. Et d'un point de vue sécurité, on reste confiné, donc on ne peut pas être piraté de l'extérieur. Voilà, donc ça ouvre un champ des possibles assez large sur les solutions. Et la solution dont je vais vous parler ce matin, elle est arrivée, c'est vraiment de la sérendipité, elle est arrivée complètement par hasard. On a travaillé avec Orano La Hague pour faire un système de suivi de la corrosion, sujet d'actualité en ce moment. Et le principe étant plutôt d'envoyer un expert sur un échafaudage, faire des mesures et faire l'équilibriste. On installe un IoT qui est à demeure et n'importe qui peut passer avec une tablette et s'appairer, demander la mesure et ensuite la synchroniser pour que l'expert puisse donner son avis de chez lui-même. Donc c'est un peu du télétravail sur de l'expertise qui normalement c'est fait localement. Donc très bien, magnifique solution, on économise beaucoup d'argent et on fait beaucoup plus de campagnes puisque on peut y aller quand on veut et accélérer les campagnes si on sent qu'il y a une faiblesse. Le problème, c'est qu'ils ne voulaient pas qu'on ait à changer la batterie tous les 3 ans. Parce que si on fait ça, c'est justement pour avoir évité de monter les échafaudages régulièrement. Et là, on leur a dit, un IoT qui fait de la mesure en contrôle non descriptif de temps en temps et qui reste en veille, sur 3 ans, ça ne va pas être possible. Ils voulaient 10 ans. Donc, on a dit 10 ans, ça ne va pas être possible. Par contre, comme vous ne l'utilisez pas toutes les 5 minutes, et que ce n'est pas du continu, on peut imaginer un interrupteur qui vient couper l'alimentation. Donc, il est éteint. Et notre système à nous, on va faire en sorte qu'il soit beaucoup moins consommateur d'énergie. Et c'est là-dessus qu'on est arrivé avec notre concept d'interrupteur ultrason. Et on s'est aperçu que c'était une solution qui effectivement fonctionnait pour économiser la batterie de l'IoT, mais aussi pour l'économie d'énergie. Et donc, on s'est retrouvé avec un sujet beaucoup plus large, notamment sur la consommation d'énergie globale. Il y a un tas d'appareils qui restent en veille et qui n'ont pas lieu de rester en veille parce qu'on n'en a pas besoin de tout le temps. Alors, le premier exemple qui nous est venu, on a travaillé, nous, avec Paris Aéroport. Il y a des mesures de température, d'humidité, etc. Ça n'a pas lieu de rester allumé tout le temps. On en fait 2 par jour, ça va bien, quoi. Et ces systèmes-là, ils sont branchés en permanence. Donc, ils bouffent de l'énergie en permanence.
Pourtant, avec la sono de l'aéroport, on peut diffuser notre signal ultrason qui, dans tout l'aéroport, va allumer et éteindre les appareils quand on en a besoin. Donc, on va économiser énormément d'énergie. Donc, c'est ça le principe, c'est d'aller jusqu'à économiser jusqu'à 300 fois l'énergie en veille, sachant que l'énergie en veille, alors c'est une estimation parce que c'est compliqué à calculer, mais ça représente jusqu'à 10% de la production d'électricité dans le monde. Donc, nous, on s'attaque à ces 10%-là et on dit, alors on ne va pas économiser en permanence, mais on va pouvoir réduire considérablement ce gâchis d'énergie qui est l'énergie en veille. Alors, l'impact écologique est assez énorme. Alors, on l'a calculé parce que là, je suis en train de faire une levée de fonds pour aller jusqu'à un produit industriel. Et on m'a demandé, ouais, mais ça économise quoi en tonnes de carbone? Ben, voilà. On estime que si on généralise et qu'on fait notre vision qui est le Wacky Inside, donc il y a du Wacky un peu partout dans les appareils, on va économiser jusqu'à 1 à 3 milliards de tonnes de CO2 par an. Donc, c'est assez énorme. Et je trouve que, pour le coup, vis-à-vis de notre entreprise à nous, on est en train de basculer vers quelque chose qui peut nous amener, on l'espère en tout cas, si on a réussi notre levée de fonds, à aller jusqu'à un produit mondial avec un brevet mondial. Et on espère bien pouvoir créer une usine à Toulon pour fabriquer ça et distribuer ça dans le monde entier. Alors, ce qui est bien dans ce produit-là, c'est que jusqu'à présent, on a un interrupteur. Et alors, on a tous la télé dans le salon qui est en veille en permanence. On ne va jamais aller éteindre la multiprise, etc. Enfin, il y en a très peu qui le font. Je sais que j'ai une copine qui est fan de ce truc-là, donc elle se baisse et elle l'éteint. Moi, je ne le fais pas. Et pourtant, une télé en veille, c'est estimé à 80 € par an. Je dirais, c'est pas énorme. Et si on multiplie par le nombre de foyers, là, ça commence à faire beaucoup. Avec un Wacky, on va pouvoir avoir un système qui peut ne pas être intrusif, qui va se caler entre l'alimentation et l'appareil. Ça marche aussi dans les industries, forcément. Ou alors, on a une conception Wacky Inside, et là, le système va être intégré directement dans l'appareil, et le fabricant va pouvoir dire moi, j'économise jusqu'à 300 fois l'énergie en veille, donc ça devient un argument marketing très fort, surtout avec les objectifs zéro carbone qu'on voit apparaître dans toutes les entreprises, qui devient un objectif majeur. Donc, avec notre système, on a quelque chose qui est assez simple, qui est très peu coûteux. On a une visée de prix entre 3 et 5 € le système, qui va permettre d'immédiatement réduire cette consommation à veille. Alors, c'est assez simple. Donc, on se met entre l'alimentation et l'appareil, soit en intégré, soit sans être intrusif. Et on va pouvoir diffuser notre signal à la demande. On peut le faire sur tout un site. Si on a des sonosécurité partout, c'est une obligation de sécurité d'avoir la sono, on va diffuser notre signal et tous les appareils qui sont équipés vont s'éteindre. Et on peut même faire une playlist de notre signal qui dit de 7 h du matin, de 23 h jusqu'à 7 h du matin, tu m'éteins tous les écrans d'un tout un immeuble. Voilà, et tous les écrans vont s'éteindre. Donc, c'est vraiment un système simple et plutôt pratique pour aller jusqu'à attaquer ces 10% de consommation qu'on fout à la poubelle régulièrement puisqu'on laisse les objets en veille. Donc, c'est comme ça qu'on imagine notre produit. Aujourd'hui, on est sur un prototype qu'on est en train de traiter. Alors, je vais vous expliquer après le concept avec Somfy, les rideaux électriques. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aller jusqu'à un produit industriel rapidement et d'en faire quelque chose. On voudrait travailler avec le CEA Tech, notamment sur CEA Tech List, sur un micro-surfacique. Ils ont une technologie avec ce qu'on appelle des exciters qui permettent de mettre dans la matière des systèmes qui vont pouvoir écouter et renvoyer de l'ultrason. On met ça sur une petite plaque de métal, on met notre petite carte derrière, les connecteurs qui vont bien, et on a une petite plaque étanche qu'on peut coller n'importe où pour devenir Wacky compatible. Voilà, donc c'est d'aller jusqu'à ce produit-là qui soit simple et qui puisse être diffusé très largement. Donc on va aider les entreprises à se décarboner. On va réduire les déchets puisque en augmentant jusqu'à 3 fois la durée de vie des batteries,
bah forcément, il y a moins de maintenance, il y a moins de déchets. Voilà, tout ça, c'est plutôt vertueux, hein, ça va vraiment dans le bon sens. Et on va surtout économiser de l'énergie qui aujourd'hui est complètement gâchée. Hop. Voilà, alors sur Somfys, donc ça c'est le premier industriel qui nous a fait confiance. Alors moi j'ai appris, je ne savais pas, ça représente, les objets en veille, 50% de leur impact climatique. Ils sont sur de la radiofréquence, qui est consommatrice, mais sans plus, quoi, mais ça consomme quand même. Quand on est en veille, on attend l'instruction de la télécommande pour pouvoir baisser le rideau ou ouvrir le rideau directement électrique, comme on les voit ici. Nous, ils sont à 300 milliwatts de consommation en veille, on est à 0,9. Voilà. Donc là, on fait vraiment chuter de façon assez importante leur impact climatique et ça devient un vrai argument commercial pour eux et ça vient contribuer à leur objectif zéro carbone. Et ça, en étant capable de se diffuser, on va s'intégrer, nous, sur un système de rideau électrique tel que vous le voyez ici, et un espèce de petit tube comme ça. Nous, on va juste rajouter une petite plaque en dessous, quoi. C'est vraiment très simple. On ne vient pas perturber la fabrication de l'appareil, ça devient une adaptation. Après, pour les rideaux qui sont à l'extérieur, là, il va falloir faire quand même un petit trou pour que l'ultrason puisse passer, parce que forcément, l'ultrason, ça rebondit, ça vient pas, ça reste confiné. Donc là, il y a une petite adaptation à trouver pour que un rideau extérieur puisse aussi fonctionner avec notre Walkie. Et on a déjà regardé sur la partie télécommande, il y a des systèmes où, en appuyant sur le bouton, vous générez suffisamment d'énergie pour mettre en route le système qui va envoyer le signal, réveiller le rideau, et après, l'ARF va prendre le relais. Donc, c'est-à-dire que la télécommande elle-même peut être très, très peu consommatrice d'énergie, puisqu'elle ne va se mettre en route qu'à partir du moment où on appuie sur le bouton. Donc, on va économiser énormément de piles aussi sur la télécommande. Voilà, il y a plein de solutions assez simples, pour peu qu'on soit un peu malin, qui permettent d'aller chercher ces économies un peu partout. Alors, vous me direz, une fois qu'on a mis ça en place, on va réduire, OK, il va falloir optimiser, etc. Donc là, tous les systèmes de mesure, etc., vont être très, très intéressants. Moi, ce que je trouve bien, c'est de commencer tout de suite parce qu'il y a une urgence, quoi. Donc c'est ça qu'on voudrait faire nous avec le Waki, c'est proposer une solution immédiate et tout de suite. Voilà pour la présentation de cette innovation et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Voilà, si vous voulez participer à la levée de fonds, merci. Au niveau de la fréquence, on a plusieurs bandes passantes, c'est-à-dire qu'on peut donner plusieurs instructions, éteindre les écrans, éteindre ça c'est possible. Horaire d'autres choses, etc. Ça, c'est une des particularités de notre brevet de traitement de signal. On est les seuls au monde aujourd'hui à savoir faire du multiplexage. Donc, on peut empiler des fréquences et traiter les signaux séparément. Et on envoie vraiment de la donnée. Ce n'est pas juste une modulation, c'est de la donnée. Donc, on est capable effectivement d'adresser des systèmes en disant « je veux éteindre mes écrans » ou « je veux éteindre mes capteurs de température ». Voilà. Si on fait ça, forcément, il va falloir analyser le signal. Et là, on va consommer un petit peu plus. Au lieu de 0,9, on va passer à 3 ou 4 milliwatts. Voilà. Donc, ça peut être un choix. On aurait pu le faire passif aussi. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que la vibration ultrason suffit à réveiller le système. Si on fait ça, il faut jouer plus fort le signal. Donc, dans des cas, peut-être que ça sera utile. Dans un cas plus général, on ne pensait pas que pousser un signal à 130 décibels, c'était possible et c'était souhaitable. Donc, on est plutôt, nous, à 60 décibels et on a pris le choix d'avoir une petite consommation, mais on reste vraiment très, très bas en consommation pour attendre et décrypter ce signal. Donc, on a bien un signal on et off qui, lui, sera assez générique. Et on peut, si on le souhaite, jouer dans différentes fréquences des signaux qui vont adresser des groupes d'appareils. Et en termes de ROI par rapport au coût de l'énergie aujourd'hui, on est sur des très faibles consommations. Alors, il y a l'approche éthique où on va vers l'énergie qui est très noble. Oui. Et on va forcément, à un moment donné, faire l'addition financière et se dire combien de temps on met à amortir. Alors aujourd'hui, ça m'est compliqué de vous répondre parce que c'est pas déployé, donc j'ai pas de réalité économique. Ce qu'on pressent, c'est ce qu'on a vu dans les chiffres tout à l'heure. L'énergie en veille, c'est 10% de la production d'électricité mondiale. Donc nous, on va aller taper là-dedans.
Est-ce qu'on va en économiser 50%, 30%, 70%? J'en sais rien. Mais entre 1 et 3 milliards de tonnes de CO2, quoi. Donc ça a un coût aussi. En termes d'impact climatique, vous les payez, les CO2. Hein. Donc là, vous allez pouvoir les économiser. Donc voilà, aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres. Ce qu'on sait, c'est que voilà, globalement, une télé, c'est 80 € par an. Si vous mettez le système, avec notamment, vous avez votre télécommande Samsung qui, au lieu de mettre en veille et d'éteindre la télé, va éteindre vraiment la télé et l'ultrason va la rallumer. On peut estimer qu'on va diviser par 2 ou 3 cette consommation de 80 € par an. Et le système étant très peu coûteux, c'est vite rentabilisé. Ouais. Oui. Oui, l'intérêt que moi j'y voyais aussi, je trouve ça très intéressant. Et l'intérêt que j'y voyais aussi, c'est que sur les sites, il y a beaucoup d'horloges électriques, d'armoires qui sont rarement bien programmées. Et c'est vrai que là, l'avantage, c'est que du coup, on n'aurait qu'une à régler pour tout un site. C'est clair. Concrètement, ça remplacerait une horloge, ça vient se greffer sur un contacteur dans une armoire, physiquement. C'est vraiment un interrupteur. Donc c'est on et off. Donc l'horloge, elle est branchée quelque part. Donc on peut s'interfacer à ce moment-là et envoyer une instruction. Ouais, c'est quelque chose qui est relativement simple. Il faut réfléchir quel est l'usage et comment on peut le mettre en place, mais ça peut être assez simple. Ouais. Et là, on parlait de cybersécurité tout à l'heure. Alors c'est un peu hors sujet par rapport à aujourd'hui, mais c'est également un outil de cybersécurité. C'est-à-dire que vous avez une attaque qui démarre, avec un signal dans la sono, vous éteignez tous les appareils sensibles. Et l'attaque, elle est bloquée directement. Donc ça m'a été soufflé par des gens à qui j'ai présenté le système. Donc visiblement, il y a un sujet sur lequel on peut intervenir là-dessus aussi. Alors, oui. Donc l'avantage par rapport à une onde électromagnétique radio, l'avantage de votre solution par rapport à ça, c'est de dire que vous pourrez écouter, vous avez besoin de moins d'énergie. Voilà, c'est ça. Une onde électromagnétique. À la fois en émission et en réception, on est moins consommateur d'énergie que des technologies radio où là, c'est en émission ou c'est en réception où il va falloir consommer un peu, quoi. Alors, ils ont fait de gros progrès sur la partie notamment en réception, mais en émission, il faut quand même émettre, quoi. Donc là-dessus, nous, la particularité de l'ultrason fait qu'on est très très peu consommateur d'énergie. Ouais. Et surtout, on a, nous, un savoir-faire en électronique qui fait qu'on a réussi à faire ce tour de force, quoi. C'est pas si simple. Ça a mis après d'1 an et demi. Exemple de la télé, par exemple, vous verrez qu'il y a un bouton, quelque chose supplémentaire dans la télécommande. Même pas, puisque ça peut être intégré dans la télécommande. Et votre bouton on et off, voilà, il va y avoir entre le on et le off le petit module Wacky. Et ça va envoyer l'instruction, donc il n'y a même pas besoin de rajouter un bouton en fait. On est d'accord qu'on n'entend rien. Ah non, c'est le principe de l'ultrason. Alors nous, on est sur des fréquences, on peut fonctionner avec un smartphone. Donc votre smartphone peut servir aussi de télécommande pour vos appareils dans le salon ou dans l'usine. Vous passez qu'une tablette et vous éteignez ou vous allumez les appareils, quoi. Donc pour le coup, on est entre 18 et 21 kHz. L'oreille humaine, c'est plutôt 15 kg. Alors, il y a certaines jeunes oreilles qui peuvent entendre jusqu'à 18 kHz, mais dans l'ensemble, on n'est pas assez fort pour que ça soit perturbant. Et pareil pour les animaux, les premiers tests qu'on a fait, c'était dans un animalia pour voir si on allait faire hurler tout le monde. Et en fait, il ne s'est rien passé parce que ils doivent entendre peut-être un cliquetis, mais c'est tout, quoi. C'est pas poussé assez fort. Quelle distance, en fait, vous pouvez conduire? Alors, la distance va dépendre de l'amplification. Avec un smartphone, nous, on fait des tests jusqu'à 5 à 10 mètres, ça va dépendre du modèle. Mais votre petit haut-parleur de smartphone, il peut jouer le signal ultrason jusqu'à 5 à 10 mètres et ça fonctionne. Et après, si vous êtes sur une sono sécurité, elle pousse suffisamment fort pour arroser tout le site. Donc, le mieux qu'on fasse, c'est jusqu'à une centaine de mètres. On travaille avec une centrale nucléaire d'EDF pour transmettre des procédures et les signer numériquement. C'est une amplification de 18 watts et ça va jusqu'à 100 mètres et ça reste fiable. Après 100 mètres, ça commence à être un peu moins fiable.
Merci à vous. Merci, monsieur Bacci, Avec avec plaisir. un L et deux C. Oui, Merci. Hakim Souidi, oui, c'est moi. enchanté. Je Bonjour. vais vous laisser la parole pour nous parler de ce que vous avez mis en place avec la ville d'Aix-en-Provence. Voilà, pour digitalisation au service de l'efficacité énergétique pour la ville. Je vous laisse. Merci. Bonjour, donc je suis la personne qui est arrivée en retard, vous m'avez vu. Aussi Hakim Souidi, je serai tout seul. Les deux autres personnes m'ont abandonné. On devait avoir la ville d'Aix-en-Provence, mais malheureusement, ils ont eu un empêchement. Et du coup, aujourd'hui, on va parler oui, du digital au service de l'efficacité énergétique, donc autour du cas d'usage qu'on a mené avec la ville d'Aix-en-Provence. Okay. Donc, en deux mots, Adviseo, qui on est une société qui agit pour la transition énergétique. Notre mission, c'est de faire des économies d'énergie à nos clients. Et pour ça, on déroule plusieurs étapes que je vais vous dévoiler juste après. Et la ville d'Aix-en-Provence, je pense que ça parle à tout le monde puisque localement, c'est très connu. Donc, le projet, il est mené en 4 étapes. La première, elle date de 2021, puisqu'en fait, c'était le début du marché. Et pour ça, on a déployé un outil de suivi énergétique que vous pouvez voir là sur le côté, qui s'appelle Savvy. L'intérêt de cet outil, c'est vraiment d'avoir une vision macro du parc bâti en termes de consommation énergétique. C'est vraiment le rôle principal. On a déployé ça sur près de 300 bâtiments. Ça représente quasiment entre 500 compteurs d'électricité et de gaz. On parle de compteurs généraux ici. Et on a récupéré plus de 36 000 factures d'énergie à date. Donc, en résumé, vraiment le but premier de ce logiciel, c'est de centraliser toutes vos données énergétiques et de vous faciliter la tâche, puisque là, pour les équipes d'Aix-en-Provence, ça leur permet, de suivre en quasi temps réel les consommations de chaque bâtiment en termes d'électricité, avec les compteurs Enedis comme les Linky que vous avez chez vous. Ça collecte automatiquement les factures d'énergie, donc il n'y a plus besoin de traiter ça manuellement, et puis ensuite d'historiser ça aussi, d'archiver ça plutôt, puisque la plateforme le fait. Vous gagnez beaucoup de temps sur le fait de ne pas faire de saisie, et du coup, vous pouvez vous concentrer sur de l'analyse. Pour les équipes d'Aix-en-Provence, c'est très pertinent, notamment pour l'économe de flux. Et enfin, vous économisez du budget sur le coût d'acheminement de l'électricité, puisque la plateforme, par le biais d'un algorithme, va faire le calcul pour vous sur l'optimisation des puissances souscrites en électricité, ce qui permet d'aller chercher jusqu'à 1% de votre facture d'énergie en termes d'économie de budget. Donc, une fois qu'on a déployé cette plateforme et qu'on a une vision du parc bâti, on va commencer à pouvoir travailler un peu plus dans un détail. Donc, toujours grâce à la digitalisation par le biais du logiciel, on arrive à analyser le patrimoine et à comparer le parc bâti en différentes typologies. Donc là, on est dans le cadre d'une ville, mais on travaille aussi avec de la grande distribution, par exemple avec Carrefour, de l'industrie aussi. Mais pour revenir au cas précis de la ville d'Aix-en-Provence, ici, on a segmenté. Donc, par exemple, on a créé des typologies avec des écoles, des bâtiments administratifs, des bâtiments sportifs. Le but étant de comparer ce qui est comparable. Et derrière, ça permet en fait d'identifier les bâtiments qui ont les gisements d'économie d'énergie les plus importants. Et c'est sur ces bâtiments qu'on va se concentrer pour aller générer des économies d'énergie rapidement. La troisième étape, je sais que le thème du jour, c'est le digital, mais on a quand même besoin d'un peu d'humain. Donc, forcément, on a nos équipes qui interviennent pour réaliser des diagnostics énergétiques sur site. Donc, les diagnostics sont basés, bien sûr, sur les sites qui ont été priorisés sur l'étape juste avant d'analyse. Ce qui permet, en fait, pour les diagnostics, d'aller préconiser, en fait, tout un tas d'actions, des actions qu'on appelle à gain rapide, avec très peu ou pas du tout même d'investissement, jusqu'aux actions de rénovation lourde. Tout dépend des économies d'énergie qu'on va aller chercher. Dans le cas du décret tertiaire, par exemple, qui préconise d'aller chercher 40% d'économies d'énergie d'ici à 2030, ça peut être intéressant d'aller jusqu'à de la rénovation lourde. Et la dernière étape, du coup, l'installation de capteurs connectés. Donc, Captronic, on en a parlé tout à l'heure. C'est assez similaire. Pour notre part, on est distributeur de capteurs. Donc, on n'est pas fabricant. On travaille avec plusieurs partenaires en France.
Et l'intérêt des capteurs, c'est de suivre en temps réel les bâtiments prioritaires en temps réel. Qu'est-ce que j'ai écrit? Est-ce que c'est logique ce que j'ai écrit? Ça va permettre de suivre en temps réel les consommations, ouais, de manière plus fine des bâtiments qui ont été identifiés comme prioritaires au départ. Et grâce à ça, on a une répartition par usage énergétique. Donc, ça vous permet au sein d'un bâtiment de savoir ce que représente la consommation de l'éclairage, par exemple, ce que va représenter la consommation de la partie CVC, donc climatisation, chauffage, etc. Et d'avoir une vraie vision fine et de comprendre le comportement en fait, du bâtiment en termes de consommation énergétique. Bien sûr, on peut aussi suivre la température de confort. Ça permet de vérifier le rendement des équipements CVC et de s'assurer que les personnes, les usagers du bâtiment ont un certain confort en termes de température et surtout d'être alertés en temps réel en cas de dérive, ce qui peut permettre en fait de se rendre sur site et d'intervenir pour éviter que la dérive ne dure trop longtemps. Et bien sûr, le dernier aspect, c'est aussi un moyen de vérifier en fait, le comportement des sites qui ont été rénovés pour valider en fait, que les économies d'énergie qui ont été préconisées en amont sont bien réalisées. Voilà, donc sur le bas de la slide, vous voyez, c'est un exemple de la plateforme Savvy et du suivi des alertes. Voilà. Je crois que je suis allé hyper vite, mais j'ai essayé d'être synthétique. Si vous avez la moindre question, je suis là. C'est tellement clair qu'il n'y a pas de question. Je vais prendre ça comme ça. Déployé, donc, c'est un projet sur 3 ans, 2 ans? Sur 4 ans, donc là, on est sur la 3e année. Je pense que vous avez des chiffres à communiquer sur l'économie d'énergie réalisée par la ville. Par la ville, non. Ça aurait été bien que le directeur d'énergie de la ville soit présent, mais il n'est pas. Par contre, je peux vous donner des exemples sur d'autres clients. Donc, par exemple, on travaille aussi avec des clients en santé, dans des groupements privés de résidences seniors et d'EHPAD, et on a généré 8% d'économie d'énergie sur la première année du marché. Maintenant, ça dépend aussi du type de contrat. Là, c'est un contrat qui est fait par étapes. Par exemple, avec le groupement privé dont je parle, on y est allé un petit peu plus fort, c'est-à-dire qu'on a à la fois déployé le logiciel, on a mené les audits en parallèle, on a déployé des capteurs, ce qui a permis de générer des économies d'énergie beaucoup plus rapidement. Donc oui, c'est 8% pour le groupement privé. Avec Carrefour, je crois qu'on a fait 6% sur les 2 premières années du contrat. Voilà. Merci. Merci à vous. Alors, j'ai une petite question. Je reviens un tout petit peu en arrière. En fait, il y avait des questions en Teams. Voilà, je vais essayer de reprendre la question. C'est Stéphane. Stéphane, tu es avec nous? Peut-être pas. Oui, Oui. si, je mets ton micro. Oui, bonjour à tous. Oui, oui. Est-ce que tu peux reposer ta question? Parce que tu nous as mis une question dans le chat, mais je te laisse la parole. Et c'est une question pour Jean-Philippe. Je ne sais pas si vous vous connaissez d'ailleurs. Stéphane Couturier. Oui. Voilà. Je te laisse poser la question. Voilà, après, Captronics, je l'ai connu depuis longtemps, parce que j'avais travaillé pas mal de temps quand je travaillais au Pays Basque, en Aquitaine, avec les équipes locales là-bas. Donc, c'est vrai qu'ils sont assez. Thierry ils sont très pertinents, Thierry Roubex. Thierry Roubex, ouais, tout à fait. Voilà, en particulier, ouais. Charles Fort aussi, je me rappelle aussi. Sur la partie Christian. antenne, Christian ou Charles. Charles, c'était plus longtemps avant. J'aurais pas dû te laisser la parole. Exactement. Et donc, du coup, on parle entre vieux, super. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire Senior. Oui, donc, sur la partie, donc toutes ces parties, tout ce qui concerne justement l'utilisation, l'usage de toutes ces technologies de connectivité, hein, donc il y a l'IoT et d'autres choses. Donc on en parle beaucoup, on entend plein de choses. Moi, je pense souvent à tout ce qui peut être de type quick wins, on va dire. Donc facilement déployable et qui permettent aux entreprises de constater des gains rapidement. Et donc, si je réfléchis dans ce sens-là, je me demande quels pourraient être des prérequis, on va dire, pour une entreprise qui envisage, pourquoi pas, de déployer un
un type de projet comme ça, de monitoring, en particulier de data sur les lignes de production, quoi. Est-ce qu'il faudra avoir un certain niveau de maturité, par exemple, sur le système d'information? Est-ce qu'il y a des choses enfin, qu'elle doit maîtriser ou que le gérant doit maîtriser avant de se lancer là-dedans, quoi? Oui, je pense qu'il y a. Merci pour la question. Pour nous, il n'y a pas de. Dans une logique de quick win, on peut très vite trouver des choses qui ne nécessitent pas une maturité très importante du chef d'entreprise. Enfin, un chef d'entreprise ou de son environnement numérique. Ça va dépendre, parce qu'on a des solutions qui peuvent être très verticales, donc qui peuvent directement en s'installant, et on peut trouver très rapidement des solutions qu'on peut implanter. Donc ça va un petit peu, la réponse est un petit peu, ça va dépendre en fait de son métier, des process qu'il veut, de ses postes d'énergivore, si on est sur la partie énergie. Et typiquement, l'histoire que j'avais donnée là les compresseurs, c'est du grand classique. C'est de la recherche de fuite, donc il ne faut pas forcément avoir un super système d'information. Donc il y a des gains qui sont très rapidement accessibles parce que c'est entre guillemets, on va mesurer, on va vite voir où ça ne va pas et comment on peut très rapidement, même avec des petites modifications d'organisation, l'histoire du bain d'huile que j'ai donné comme exemple, c'est une consigne le matin en disant le soir on ferme le bain d'huile, le matin on le rallume. Donc c'est pas très compliqué en termes d'impact de mise en œuvre. Donc on peut être sur des choses très, très simples. Et puis après, on peut aller très très loin en fonction de la complexité du process. Ensuite, ce qui est intéressant par rapport au chef d'entreprise, c'est lui donner une visibilité si on mesure les consommations ou d'autres points, hein, parce que par exemple, on a travaillé sur d'autres aspects d'optimisation de production. On peut lui donner une visibilité de ce qu'il va pouvoir gagner, donc ça permet aussi de justifier ses investissements et sa montée en compétences, en investissement. Donc, c'est l'investissement, ça peut être de l'externe, ça peut être de l'interne, etc. Mais du coup, ça lui donne une feuille de route. Et justement, avec cette feuille de route, avec d'abord des quick wins, petit à petit, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et avec des horizons qui sont un peu plus longs, quoi. Voilà, donc, en fait, on peut assez vite. Aujourd'hui, c'est l'intérêt des systèmes IoT qui sont complètement, j'allais dire, standalone, c'est-à-dire qu'on les pose, on remonte de l'information, on a des tableaux de bord, etc. Et il y a même pas, on peut même être il faut juste une couverture cellulaire sur le site, quoi. Donc ça peut se faire complètement indépendamment du système d'information et de la maturité de l'entreprise en termes de technologie. Voilà. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Donc on peut aller, il y a des choses qui sont très vite accessibles en fait. Voilà. Okay. Après, on peut aller beaucoup plus loin, mais voilà, ça. Et après, effectivement. C'est un peu lié aux priorités qu'on se donne, quoi. Mais ce qui est important, c'est surtout je l'ai dit, mais l'engagement aussi du chef d'entreprise, parce que c'est lui qui va emmener toute son entreprise, quoi. Et si c'est quelque chose qui est prioritaire pour le chef d'entreprise, ça va descendre ensuite dans les équipes. Et le fait que ça soit un sujet régulier sur le reporting, sur les objectifs de tout le monde, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, presque plus important que la maturité technologique ou le niveau d'équipement de l'entreprise. D'accord. Parce qu'un des prérequis, ça pourrait être par exemple de faire un audit oui, tout à fait. Par exemple, un audit industriel, on va dire, pour intégrer ça dans une démarche d'animation ou d'un système d'excellence opérationnelle plus ou moins mature, quoi. Tout à fait, exactement. C'est de se dire, déjà, quel est mon paramètre sur la consommation énergétique? C'est quoi ma facture d'électricité? Qu'est-ce que je consomme en eau? Parce qu'il n'y a pas que l'énergie. Qu'est-ce que je consomme en matière? Qu'est-ce que j'ai en niveau de rebut, en niveau de déchets? Et comment je peux faire en sorte pour économiser mes déchets? Parce que là aussi, on a des impacts. On avait travaillé sur des entreprises qui faisaient du poinçonnage de tôle. Dès qu'on arrivait à identifier assez vite, mais en plus, dans certains cas, on est sur on a la capacité à faire du reverse sur des équipements existants, notamment en termes d'instrumentation. Donc, on n'est pas obligé de changer tous les équipements pour avoir de la donnée. Et on arrive à avoir des super résultats, quoi, parce qu'on diminue par 2 ou 3 le niveau de qualité. On augmente le niveau de qualité, on diminue les rebuts. Et du coup, on a des impacts qui sont tout de suite énormes, quoi. Et souvent, ce qui est important, c'est que souvent, l'optimisation qu'on fait on a toujours un impact énergie environnementale. On diminue les rebuts, on diminue. Il y a tout ce qui est aussi lié à la connexion sur les interventions. Il y a plein de sujets qui sont. Dès qu'on s'intéresse au sujet, en fait, on trouve assez vite des gains, quoi. Il y a très souvent un premier niveau de gain qui est accessible.
Merci. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, très bien, merci. Puis au plaisir de se croiser physiquement. Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. On en arrive au terme de la première partie de la matinée. Michel, est-ce que tu veux dire un petit mot de conclusion avant de passer à la visite du plateau? Donc, vous pourrez voir certaines solutions en vrai, voilà, en fonctionnement aussi, juste après. Merci Nathalie. D'abord, je voulais vous remercier toutes et tous, ceux présentiels, non présentiels, également tous les intervenants. Et avant de passer, citer le plateau et aller au petit buffet, je voulais remercier infiniment Nathalie, qui fait partie de notre bureau de la T2E au Sud, pour l'animation de cette matinée. Voilà. Bon, ben, on peut passer, donc, merci.